Il faut que je fasse la conversation en attendant que tout le monde arrive, c'est ça? Chante-nous une chanson. Vous avez changé. Comment? Chante-nous une chanson. Ah, il est un peu tôt là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante, moi? Le petit bonhomme en mousse. Ah non, Les pas tu vois. derniers, les derniers hits que ta fille te chante. Ah, on tourne beaucoup en boucle sur du Vaiana quand même là, en ce moment. Vaiana 2. Vaiana 2 en anglais. Je sais pas pourquoi, même si elle l'a vu en français, elle veut la version anglaise, donc ça change. Ça fait un petit changement, mais bon, ça reste quand même les mêmes chansons. Mais je vais pas chanter du Vaiana. Attends, je vais me désépingler. Hop. Voilà. Comme ça, nous voilà à pied d'égalité. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu la masterclass qui fait suite à celle qui a eu lieu sur Affinity Designer il y a quelques temps. Normalement, elle sera pas trop longue. On va voir quelques trucs en particulier, mais voilà. Je vais pas remontrer l'interface, mais je présenterai les outils au fur et à mesure, ceux que j'utilise dans le cadre de la masterclass d'aujourd'hui pour que ce soit quand même facile et accessible pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mes petits messieurs, mes petits mesdames. Alors, je vais déjà vous mettre sur un autre écran. Hop, par exemple celui-ci. Comme ça, je pourrai tous vous voir, enfin pour ceux qui activent leur caméra, et je verrai vos messages si vous en postez. Donc aujourd'hui, on va utiliser Affinity Designer 2. Et l'une des premières choses que l'on va faire aujourd'hui avec Affinity Designer 2, ce que je vous l'avais promis la dernière fois, on va parler d'isométrie, de création de visuels isométriques et plus largement axonométriques. Vous allez voir que dans Affinity Designer, il y a un outil qui est de grille, qui est hyper simple et qui permet d'en faire plein. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais vous présenter ce que c'est que, je vais par l'écran, je vais vous montrer ce que c'est que l'isométrie, je vais vous montrer différents cas de figure. Alors, l'isométrie, c'est quoi? C'est le fait de représenter des éléments en perspective. Et en fait, l'isométrie, alors le fait de simuler une perspective dans le design, dans la présentation d'éléments, ça s'appelle plus largement l'axonométrie. C'est le fait de prendre un axe, en fait, un angle de vue, et de se... Alors, genre, on est plutôt en vue de dessus, mais on peut être en vue de dessous, en contre-plongée. En général, c'est plutôt en vue de dessus. Et en fait, l'isométrie, c'est un cas particulier d'axonométrie. C'est un cas où, en fait, on est hyper symétrique au niveau des angles. C'est-à-dire que, bon, là, cet immeuble, on imagine que vu de haut, il est carré. Donc, en fait, ce côté-là va être exactement de la même taille que ce côté-là. Cet angle-là va être égal à cet angle-là qui est en haut. Donc, les angles obtus, donc plus que 90, ont la même valeur. Et les angles aigus ont la même valeur. C'est ce qui fait qu'on a ce côté un peu droit avec les arêtes bien centrales. Ça, c'est l'isométrie. Donc, nous, tout à l'heure, on va faire un petit test, on va essayer de se faire un petit immeuble comme ça en isométrie, parce que c'est le plus parlant quand on utilise cet outil pour la première fois, enfin quand on fait du dessin isométrique. Donc voilà, faire des petites villes, c'est un peu rigolo, mais ça peut être appliqué à d'autres sujets. Par exemple, ça peut être utilisé pour représenter des données, des datas. Donc via des cubes, enfin des formes, des parallélépipèdes, des courbes, etc., pour créer du volume, pour créer de la profondeur. Ça peut avoir cette tête-là aussi, c'est à peu près le même principe. Ça peut être des éléments, des trucs comme ça, vous avez dû en voir pas mal sur ce qu'on appelle les heroes des sites web, donc l'image qui est la plus haute en dessous de la navbar dans un site. Vous avez pas mal d'éléments comme ça sur des plateformes comme FreePic, etc. Donc voilà, ça c'est un autre exemple de mise dans l'application de l'isométrie ou de l'axonométrie. La isométrie pure et dure, okay, tous les éléments suivent en fait les mêmes axes. C'est utilisé pas mal aussi pour ça, pour un peu représenter et simuler des parcours de logistique par exemple. Voilà. Que vous payez, la commande elle est validée, ça part dans le rayon, c'est envoyé, etc. etc. Après, si vous combinez ça avec l'outil dessin pixel de Affinity Designer, vous pouvez vous la faire un petit côté 8 bits. D'accord? Faire des petits camions, des petits magasins, et même des petits personnages. Enfin, c'est plus en mode volume, mais voilà, ça, vous pouvez le faire très facilement en isométrie. Et level encore au-dessus, si vous prenez en fait un style de pinceau un peu dessiné au trait, vous pouvez quand même avoir ce côté isométrique, mais avec un côté un peu plus crayonné, quoi, fait à la main. Là, vous avez un exemple justement, là c'est de l'axonométrie, c'est-à-dire que l'angle de vue, vous voyez qu'il est beaucoup plus haut. On a une vue qui est un peu plus écrasée, un peu plus aplatie. Ça reste en fait le même principe que l'isométrie, c'est juste que la grille est différente parce qu'on a un angle de vue différent, quoi. Mais c'est exactement la même logique. Et après, il y a le level quand on a du temps. Voilà, on se fait un petit Où est Charlie style. Voilà, pour le coup, c'est pas Où est Charlie, mais voilà. Si vous vous ennuyez, hein, tranquillou, vous faites une petite ville isométrique avec des petits bonhommes. Ok? Est-ce que vous avez compris, du coup, ce que c'est que l'isométrie? Vous en avez déjà vu, hein, forcément. On est plus habitué, surtout les gros geeks, à des visuels un peu comme ça, mais vous voyez qu'il y a vraiment plein de domaines d'application vraiment très concrets sur ce qu'on appelle des charts, donc des données, etc., des petits symboles.
Donc nous, on va faire ça aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer comment le faire sur Affinity Designer, et pour s'entraîner un peu, parce que la notion de perspective, ça implique aussi la notion de se projeter dans l'espace, et il y a des gens chez qui c'est assez intuitif, et d'autres qui galèrent par rapport à ça. Et voilà, donc ça, on va faire un petit exemple simple. Donc vous lancez Affinity Designer, si ce n'est pas déjà fait. Donc Affinity Designer, s'il ne vous ouvre pas cette fenêtre-là, nouveau document, vous allez dans Fichier, Nouveau, et il vous ouvre la fenêtre Nouveau document. Alors on va pas faire un truc trop grand, c'est juste pour l'exemple, on va prendre ouais, celui-là, le VXGA, là, 1440 par 900 pixels, ça sera très bien. Ça sera très bien pour commencer. Vous touchez pas au réglage, on reste. L'idée, c'est d'être un RVB 72 dpi, donc RVB, voilà, 72 dpi ici, et puis ça ira bien. Donc vous faites au fur et à mesure, je vais vous attendre, parce que vous allez voir que c'est pas très long. Pour ceux qui sont plus ou moins nouveaux à la web, il y aura évidemment le replay de cette masterclass qui sera disponible. En général, moi, le lendemain, elle est dispo, avec les fichiers les fichiers que je vous ai montré en exemple, je les mettrai, je vous passerai le lien pour que vous puissiez les avoir sous la main si vous voulez. Et voilà. Donc ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va enregistrer. Faut toujours enregistrer une première fois. Vous enregistrez, on va mettre ça là, je vais mettre isométrie, parce que c'est de ça dont il va être question aujourd'hui. Dans Affinity Designer, comme dans n'importe quel logiciel de créa comme Illustrator ou autre, vous avez la notion de grille. Alors déjà, on va un peu regarder ce que c'est que la grille, et notamment ce qui va aller avec aussi, c'est la notion de magnétisme. D'accord? Alors, pour afficher la grille, vous allez dans Affichage, Afficher la grille. Vous avez un raccourci qui est, alors, commande U sur, enfin, U accent sur Mac, donc j'imagine sur PC, c'est CTRL U. Donc quand vous cliquez sur ça, je sais pas si vous voyez assez avec le... Voilà, en gros, vous avez une grille. Alors, elle est paramétrable, mais celle-là, on va pas s'en occuper pour l'instant du paramètre de grille. C'est juste pour dire qu'en gros, vous avez une grille avec, on va dire, des grands carrés où les traits sont plus épais, plus foncés, et ce qu'on appelle des sous-divisions. C'est-à-dire que les carrés sont séparés en plus petites divisions. Si vous activez ici le magnétisme, vous devez cliquer sur la petite flèche à côté pour vous assurer que... Alors, moi, je coche tout parce que je suis un foufou, mais il faut au moins que vous cochiez accroché à la grille et ancré à la grille de référence. Mais surtout accroché à la grille, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous voyez mon... Attendez, excusez-moi. Mes touches n'apparaissent pas sur le bon écran. Donc pour l'instant, c'est pas indispensable, mais je vais quand même le paramétrer tout de suite. Yes, ok, c'est bon. Donc, je reprends. Donc là, j'ai affiché ma grille, j'ai activé le magnétisme, et j'ai notamment activé le fait que tout s'ancre à la grille. Si je prends un carré, par exemple, alors pour que vous le voyez bien, je vais lui donner une couleur qui se voit bien. On va pas mettre de contour. Voilà. Si je trace mon carré, vous voyez qu'en fait, j'ai un point là qui, déjà, avant même de tracer, qui se magnétise sur la grille. Ok? Donc j'ai même pas besoin de maintenir Shift pour avoir un carré parfait, il suffit que je suive la grille, et j'ai mon carré parfait. Je peux faire des rectangles. Voilà, en fait, je suis la grille. La grille, en fait, magnétise des formes. Ok? Et en fait, l'isométrie dans Affinity Designer, ça prend exactement ce même principe, sauf que votre grille, elle va avoir 3 axes, ça va être en 3 dimensions. Donc ça, j'efface, je masque la grille. Pour afficher les règles, elles sont pas forcément affichées par défaut. Commande R sur Mac ou CTRL R sur PC. Voilà. Donc bon, là, les règles, ça m'affiche les unités en pixels, puisque j'ai pris un truc qui fait 1440 par 900. Mais là, en l'occurrence, on va pas trop s'en servir. C'est juste que parfois, les gens me posent la question, parce que je le laisse afficher tout le temps. Puisqu'ici, la grille, le magnétisme, on est OK. Allez, on attaque les choses sérieuses, messieurs, dames. Vous allez dans Fenêtre, Isométrique. Et ça vous affiche cette petite fenêtre avec un onglet et juste un bouton sur lequel il y a écrit Modifier la grille. Ceux qui sont en multi-écran ou... Ah oui, bug aussi qui peut arriver, ça me l'a fait avec Affinity, mais ça me le fait avec d'autres logiciels sur Mac. Quand vous êtes en plein écran, donc le truc vert là, vraiment plein écran, ça arrive que les petits panneaux qui apparaissent par-dessus en pop-up ne s'affichent pas. Donc si parfois vous essayez d'afficher un petit panneau comme ça et qu'il ne s'affiche pas, regardez déjà si vous n'êtes pas en plein écran, en full screen. Souvent le bug il vient de là. Ou alors si vous avez plusieurs écrans, des fois le truc il s'affiche sur l'écran d'à côté. On ne le remarque pas forcément parce qu'il apparaît derrière une fenêtre. Donc, isométrique, je clique sur modifier la grille. J'ai ce panneau-là qui s'affiche. Ce panneau-là, en fait, il peut s'appliquer aussi à la grille qu'on a affichée tout à l'heure, donc la grille de base en aplat. Mais nous, on va plutôt déjà afficher la grille. Donc, vous avez ce panneau, vous cliquez sur afficher la grille. Ok, on va déjà faire simple. Si vous êtes en standard, c'est la grille qu'on a affichée tout à l'heure. D'accord? Dans type de grille. Là, on va se mettre en isométrique. Vous voyez qu'il y a d'autres types de grilles. On va commencer par isométrique tranquillou. OK. Vous avez ici un réglage. Donc, comme c'est isométrique, en fait, ça va s'appliquer sur tous les axes, qui va être l'espacement, c'est-à-dire la largeur de ces traits-là. Vous allez pouvoir ajouter des divisions.
Donc les divisions, c'est comme les petits carrés qu'on avait tout à l'heure sur la grille aplatie. Donc là, vous pouvez en mettre 4 par exemple, ou 5. C'est comme vous voulez, vous pouvez même mettre une division, un espacement, un chiffre rond, mettre, je sais pas, 100 pixels, et vous faire, je sais pas, 5 subdivisions, comme ça vous fait des subdivisions de 20 pixels. Ça, c'est vous qui voyez, c'est à votre contenance. Ok. Je vais pas aller plus loin pour l'instant sur le paramétrage de la grille, on y reviendra tout à l'heure. Quand ça, c'est bon, ce que vous pouvez faire juste, je vais peut-être le faire pour vous d'ailleurs, c'est en bas, vous pouvez foncer ou éclaircir les traits de la grille. Je vais peut-être moi foncer un peu la grille, vous verrez peut-être mieux. Je vais au maximum, je sais pas si ça suffira. Et vous pouvez aussi foncer les lignes de subdivision. Je vais les faire quand même un peu moins visibles. Voilà, pour que quand même je vois la différence. Quand ça c'est bon, vous cliquez sur fermer. C'est OK? Personne n'a bugué? Vous êtes avec moi? Vous êtes tous avec moi? Ok, super, on continue. Donc, sur notre petit panneau isométrique, vous voyez qu'on a plan actif avec 3 plans. Et ils sont sympas, ils vous font une petite représentation en cube, en 3D pour vous dire quel plan est concerné. Donc le plan du haut, ça va être le plan, si on fait un immeuble, ça va être le haut de l'immeuble. Ensuite, on a le côté, donc ça va être le plan qui va être... Alors si on clique dessus, la grille, elle se met dans l'autre sens, mais ça reste de toute façon isométrique. Ça va être le plan qui va être du coup sur ma gauche. Et le devant, ça va être le plan qui va être sur la droite. Parce que par défaut, en fait, l'axe d'isométrie, l'axe X, en fait, il va vers notre droite. Donc pour lui, le devant, c'est le côté droit. Mais en vrai, on s'en fout. Il faut juste repérer le bon plan, quoi. Je vais prendre, tiens, je vais rester sur le devant et je vais cliquer. Alors là, en fait, c'est pas forcément intuitif. Ça, en fait, ce sont des boutons qui s'activent et se désactivent. Si je clique sur modifier le plan, vous voyez, le truc, il est activé. Si je reclique dessus, ça le désactive. OK? Si je clique sur rien et que j'ai quand même sélectionné devant, que je fais un carré, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Je fais un carré. Nul. Nul. Donc je l'efface. Si par contre, je clique sur modifier le plan, sachant que j'ai activé le plan de devant et que je fais un carré, là, il est dans l'axe. Si je clique sur côté, je vais changer de couleur quand même pour qu'on les différencie. Je vais faire un... Ouais, bon. Je vais faire mon carré, je change de couleur après. Si je fais celui-là, voilà. Hop. Là, du coup, j'ai fait un rectangle, mais sur l'autre axe, l'axe qui s'appelle côté. Et si je veux faire le haut de ce cube-là, je clique sur haut, et je vais faire un autre carré. Voilà. Je lui donne une autre couleur. Voilà. Donc là, j'ai fait un cube, hein, tout simplement, avec donc 3 faces qui chiffrent les différents axes de ma grille isométrique. Vous avez un truc qui s'appelle adapter au plan. Qu'est-ce que c'est? Alors, si je sélectionne modifier le plan, imaginons, il y a 2 cas de figure en fait. Soit j'ai tracé mon carré, j'ai fait mince, je suis trop bête, j'ai pas activé modifier le plan. Et du coup, si je clique sur adapter au plan, il va s'adapter au plan qui est présélectionné là-haut. Donc si je clique sur adapter au plan, ma forme est toujours sélectionnée là. Hop, il me la met sur le bon plan. OK? Je vais la changer de couleur pour qu'on la repère, voilà. Et à partir de là, elle est inscrite dans le plan, je peux la bouger, la redimensionner, etc. Alors vous notez que adapter au plan, c'est juste un truc sur lequel on clique, tandis que modifier le plan, c'est un bouton qui s'active ou qui se désactive. C'est important. La nuance est importante. Par exemple, admettons, je vais convertir en courbe, je vais déformer ce truc-là. Voilà, comme ça, on verra mieux la différence. Donc ce truc-là, si je le retourne, donc là on voit pas 3D, si je le retourne verticalement dans le plan, ça le twist, enfin ça le flippe. OK? Et on peut faire des rotations. Rotation anti-horaire dans le plan, donc dans le sens inverse aiguille d'une montre, ou rotation horaire dans le plan. Ok, donc c'est facile d'avoir une forme et de la tourner en fait dans le sens du plan sans avoir à la repasser à plat, la tourner et la remettre dans le plan. D'accord? Le fait d'adapter au plan, ça peut aussi, des fois c'est plus simple, quand vous avez une forme, enfin un objet qui va être composé de plusieurs calques, plusieurs formes, c'est parfois plus simple d'abord de le composer à plat, donc dans le plan normal comme vous le feriez en mode comme on a fait tout à l'heure avec la première grille, et d'après grouper tout ça et de lui dire maintenant tu t'adaptes à tel plan, comme ça le cale dans le bon plan. D'accord? C'est aussi à ça que ça sert le bouton adapter au plan. Je vais retourner dans paramètres de grille. Alors dans paramètres de grille, vous avez en fait différents petits onglets là, le automatique, basique, avancé et cube. Ok. Alors en avancé, on était là, me dit 2 axes personnalisés, on va remettre en isométrique. Je vais juste vous montrer le cube parce que c'est le plus intuitif quand on veut faire justement changer en fait l'angle de vue. D'accord? Je me mets en cube. Là, le cube que vous avez là, vous avez une représentation de la grille. Vous allez pouvoir, je sais pas si c'est très flagrant quand la grille bouge, mais en gros, modifier là déjà ce qu'on appelle, alors le E, c'est l'élévation. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez une caméra où c'était vos yeux. En fait, plus vous montez, plus vous vous retrouvez au-dessus de la grille, d'accord? Un peu comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure,
que j'ai fermé évidemment, sinon ça aurait été trop simple, mais celui avec la ville qui était vraiment vue de très très haut. Vous allez avoir donc cette option-là qui va vous permettre de changer l'élévation de votre angle de vue. Vous allez pouvoir faire tourner la grille en sélectionnant directement le cube. D'accord. Et puis sinon, vous pouvez entrer manuellement les données, voilà, l'axe haut, deuxième axe, premier axe. Ça, c'est pas mal justement quand vous voulez sortir d'isométrie et faire de l'axonométrie avec un angle de vue qui vous est propre et qui vous parle davantage. Vous voyez que quand je fais un truc comme ça, je suis plus du tout dans l'isométrie parce que là, mes angles, ils sont plus égaux. Enfin, ils le sont indirectement, mais on a plus cette symétrie qu'on a avec l'isométrie. Et on voit d'ailleurs mon cube, qui lui est toujours dans son axe isométrique de base, maintenant il est complètement en décalage par rapport à la perspective de la nouvelle grille que je viens de faire. D'accord? Bon, on fait un peu d'isométrie pour s'entraîner ou quoi? Allez. Alors, je me remets en avancée, je me remets en isométrique. Voilà. Quand c'est bon. Alors, je vais faire des petites subdivisions quand même. Je vais faire des chiffres ronds, je vais refaire 100 pixels comme tout à l'heure, et je vais faire 5 subdivisions, c'est pas mal. Des subdivisions de 20 pixels. Je vais refaire le coup des... On va faire un immeuble, donc j'enregistre ça. Alors, on va faire un peu comme un début de ville, mais ce qui va être intéressant, ça va être surtout de modifier les faces de l'immeuble après, donc on va pas faire une ville, on va partir sur un immeuble, mettre des petites fenêtres et des petites portes, ce genre de choses. Alors, déjà, il faut un sol. Donc je vais prendre l'outil rectangle, je vais m'assurer d'être bien sur ce plan-là, le plan haut, j'active modifier dans le plan, et je vais tracer un peu comme si je traçais mon pâté de maison, quoi. Voilà. Je vais lui donner une couleur pour le coup. Alors, moi, je suis pas très RVB, je suis plus TSL. Je vais faire du gris, ça va être le sol. Je changerai la couleur après au pire. Pour les couleurs, parce qu'il y en a qui n'étaient pas aux masterclass précédentes, dans couleur, vous avez différents modes de représentation, RVB, TSL, CMJN, LAB, etc. Moi, je conseille plus le TSL, donc le teint de saturation light, parce que c'est le plus intuitif pour un humain normal non graphiste. C'est-à-dire que la teinte, ça va vraiment être la couleur à proprement parler, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. La saturation, ça va être justement, est-ce qu'on est proche du gris ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est très peps, qui est très fort. Et la luminosité, c'est sombre ou clair. Voilà. Et je trouve ça plus intuitif pour moduler une couleur quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on cherche à faire des couleurs. C'est plus intuitif que le RVB. Et sinon, au pire, vous avez toujours le petit, ce petit truc en dessous là. Vous pouvez y aller en cliquant dessus. Mais si vous voulez un peu tester des valeurs précises, non, je veux un truc un peu plus vert, un peu moins saturé, un peu plus lumineux. Voilà, ça vous permet d'ajuster un peu plus finement vos réglages. D'accord? Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors donc, là j'ai fait ma base, je vais la remettre en niveau de gris pour l'instant. Et maintenant, je vais faire mon immeuble. Alors, je suis toujours en mode carré. Je vais choisir une face, donc devant par exemple. Voilà. Ça va être... Je vais le faire un peu haut, ma première face d'immeuble. Sauf que là, on ne le voit pas. On va faire... Pour l'instant, je vais le faire en couleur pour qu'on l'identifie bien. Première face. Je prends la flèche noire. Je vais le caler là. Là, je peux soit retracer un rectangle ou justement utiliser les propriétés de retournement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce rectangle. Donc, Command J ou Ctrl J sur PC. Tac, on voit que j'ai dupliqué le calque ici. Et je vais directement lui dire, je suis pas dans le bon plan, donc je vais le mettre sur ce plan-là et l'adapter au plan. Là, j'ai donc mes deux côtés d'immeuble. OK? Et maintenant, on va s'occuper du haut de l'immeuble. Donc, je prends le haut, je vais faire un carré comme tout à l'heure. C'est juste que j'ai fait un truc un peu plus haut. Pour différencier mes faces, dans un premier temps, je vais leur donner une autre couleur, mais on va être un peu plus subtil que ça après. Alors, la face du haut va être orange. Peu importe les couleurs, hein, c'est vraiment juste pour que, déjà, sur le partage, vous visualisiez les différentes faces. Comme ça m'évite de les nommer. Voilà. Donc là, j'ai mon immeuble, du moins le début. L'immeuble, on va lui ajouter des petites fenêtres quand même, c'est important. Je reprends l'outil carré. Là, c'est bon, j'ai pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Je vais mettre sur, on va commencer la face de devant, donc celle qui est à droite, donc sur la face jaune. Voilà. Pour l'instant, je vais les faire comme ça. Et c'est cool parce que tout se snap, comme on dit en anglais, avec le magnétisme. Je vais faire deux petites fenêtres comme ça. Je pourrais les faire encore plus petites, en faire davantage, mais là, c'est vraiment pour la démo. Je les sélectionne toutes les deux. Donc là, j'ai maintenu Shift et j'ai cliqué pour prendre les deux rectangles. Je les duplique. Je glisse les duplis. Je prends le premier, je maintiens Shift. Je prends le dernier, ça me les prend tous les quatre. On va les remonter un peu. On va se faire encore une rangée de fenêtres. Parce que j'ai envie. Voilà. Ces deux-là, Command J, Ctrl J. Voilà, j'ai mes fenêtres. Tac. Je vais les grouper. Je les renomme. Fenêtres. Je duplique ces fenêtres. Je les déplace.
Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais sélectionner le plan de côté, je vais dire adapter au plan. Tiens donc, c'est pas très gentil ça. C'est pas grave. Regardez, quand j'approche ici du point du milieu, et je me mets un tout petit peu à côté, j'ai deux flèches qui sont une qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Je vais tricher un peu, hein, c'est pas grave. On va pas se laisser embêter par un logiciel. Hein. Voilà, comme ça je les redresse. Là j'ai cliqué sur paramètres de grille, je vais juste la masquer. Voilà, pour voir un peu à quoi ça ressemble tout ça. C'est un bel immeuble, moderne, avec toutes les commodités, ce qui va bien. N'hésitez pas à lever les pouces quand c'est bon de votre côté. Je vous laisse faire la manip. Monsieur Loïc. Oui, bonjour Monsieur Romain. J'ai pas compris la manip que tu as faite pour faire les autres fenêtres sur le côté bleu. Alors en fait, ce que j'ai fait, en plus ça n'a pas très bien marché ce que j'ai fait, mais j'ai bidouillé, je vais supprimer. J'ai pris mes fenêtres, là, les 6, ok, je les ai regroupées. Donc j'ai fait un CTRL-G ou un commande-G selon que tu es sur Mac ou PC. Sinon tu cliques où? Clic droit, grouper. Ok. Command-G, CTRL-G. Bref. Du coup, j'ai dupliqué ce groupe. Donc j'ai fait un command-J ou un CTRL-J, tu vois. J'ai mes deux calques. Je les ai décalés et je leur ai dit, j'ai sélectionné le plan de côté. Ok, jusque-là ça va. Alors, il faut que je désactive modifier le plan et je vais cliquer sur adapter au plan. Sauf Ouais, que moi là, aussi. tu vois, il m'a fait un truc chelou, quoi. Ouais, voilà. Alors, ce que j'ai testé, c'est de faire un retournement horizontal, voir si c'était mieux, un retournement vertical. Ok. C'est pas terrible, terrible. Celui-là me convient mieux. Du coup, c'est pas grave, je les ai calés. Après, je vais réafficher ma grille. Je me mets bien sur le plan de côté. Et en fait, en approchant... en fait, je zoome, mais tu vois pas le zoom. En fait, si tu te mets sur le petit rond, là, qui est là, Ouais. juste dessus, tu as juste une flèche qui part avec deux têtes. Ouais. Ok. Mais si tu te décales un tout petit peu du rond, tu as deux flèches qui du coup deviennent verticales, une qui monte et une qui descend, qui sont pas les mêmes. Et en fait, tu maintiens ton clic, et en fait, ça te permet de redresser la perspective, en fait, ces flèches. Ok, d'accord. Et comme il y a du magnétisme, en fait, tu vois que le truc, il se bloque, et là, je sais que bah, je suis à peu près... Ouais, au jugé. Ouais, voilà, puis si jamais il t'embête, tu désactives le magnétisme, tu le termines à la main. Ok, d'accord. Voilà. Parce que je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut être maniaque, mais... hop. Voilà, et quand ça c'est bon, bah, tu as dupliqué tes fenêtres plutôt que de te les refaire. Bon, après, tu as vu quand ça va quand même assez vite avec la grille de tracer un carré, de le dupliquer, de le déplacer. Mais voilà, ça permet de récupérer rapidement ces éléments. Ok, merci. Je vous en prie. C'est bon pour tout le monde? Donc là, on va faire un truc qui normalement... alors déjà, je vais désactiver la grille, vous pourrez voir plus clair. Vous pouvez soit passer par paramètres de grille, mais c'est le même raccourci que pour la grille qui est la grille plate. Vous allez dans Affichage, et vous avez affiché la grille. S'il est coché, c'est que c'est actif. S'il est décoché, c'est que c'est désactivé. Je sélectionne ma face jaune. On va essayer de créer un peu de profondeur, simuler un peu comme s'il y avait de la lumière qui éclairait cet immeuble. Et pour ça, on va utiliser un outil qui est très, très dangereux, qu'on appelle l'outil dégradé. Alors, pour utiliser l'outil dégradé, oui, Loïc, tu peux faire comme ça. L'outil dégradé, c'est lui. OK? Outil dégradé. Raccourci G, comme gradient en anglais. Gradient, c'est dégradé. Vous cliquez sur dégradé, vous assurez bien que votre forme est bien sélectionnée, et on va faire un dégradé en fait en diagonale pour commencer. Ok. Par défaut, quand vous faites un dégradé, Affinity part de la couleur de base de votre objet. Donc là, comme j'étais sur du jaune, il me fait un dégradé sur un jaune, puis un jaune plus foncé. Mais du coup, là, je peux changer la couleur. Vous voyez que j'ai un rond donc en haut à gauche pour mon point de départ, un rond pour mon point d'arrivée. Le rond qui est sélectionné est un peu plus gros à chaque fois. Et le rond qui est sélectionné, c'est la couleur qui est affichée là. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est ce rond-là. Si jamais je veux changer sa couleur, moi, je suis un homme de violet, moi. Ouf, oh, il va être beau celui-là. C'est un beau dégradé. Donc ça, c'est mon rond du bas, et je peux sélectionner le rond du haut, qui du coup devient plus gros, et lui devient plus petit. La couleur là, donc celle qui est chargée ici. Ok. Donc là, maintenant, je peux changer sa couleur à lui aussi. Alors si je veux, je peux prendre la pipette, la glisser sur mon violet pour repartir un peu de cette couleur-là et faire une version plus claire. Voilà. Et on va faire un truc encore un peu plus subtil. Alors vous allez peut-être pas le voir sur mon écran, je vais zoomer. Je vais sélectionner... donc, je suis toujours en outil dégradé. En fait, pour faire toutes ces modifications de couleurs, d'ajustement de dégradé, il faut toujours avoir en fait l'outil dégradé sélectionné. Je fais juste une parenthèse avant de vous montrer ma petite manip. Là-haut, vous avez quelques options liées au dégradé, elliptique, radial, circulaire, etc. Mais un qui peut vous rendre service, c'est celui-ci. Plutôt que de vous embêter à changer les deux couleurs d'extrémité, vous cliquez sur cette flèche-là, là, et ça les inverse. D'accord? Moi, je veux garder la couleur sombre en bas. Je sélectionne ma couleur sombre, donc le petit point layer devient gros, et en fait, dans Affinity Designer, vous avez ici un truc qui s'appelle opacité.
mais c'est pas ça qu'on va utiliser. Donc l'opacité, plus vous descendez, plus votre couleur elle sera transparente. Hein. Voilà. Jusqu'au néant, jusqu'à ne plus exister du tout. On va cliquer sur le petit rond là, de couleur qui est à côté d'opacité. Et là, vous voyez que c'est plus de l'opacité, c'est du bruit. Et je vais augmenter le bruit. On voit ici là qui me fait un petit... le bruit. Et ça, c'est assez cool. Alors le bruit, je vous conseille de l'appliquer plutôt sur des couleurs foncées que sur des couleurs claires. Parce que sur des couleurs claires, ça va avoir tendance à les salir un petit peu, visuellement. Donc là, comme on est sur un dégradé avec un violet mauve, donc on va dire un violet clair et puis un violet foncé, si on veut rajouter un peu de texture, un peu de grain, le mieux, c'est de le mettre sur la couleur foncée. Donc je mets du grain. Il faut savoir que ce grain, il est recalculé tout le temps. C'est-à-dire que si après j'agrandis mon immeuble ou je le réduis, il va me recalculer le grain. C'est un algorithme qui le génère. Donc ça va pas se mettre à pixeliser, par exemple. C'est pas une image de grain qui est plaquée sur la couleur. C'est vraiment un grain qui est généré mathématiquement par des calculs mathématiques. Et si vous voulez encore ajuster un petit peu, vous avez ici le petit trait du milieu là, qui va vous permettre en fait de donner plus ou moins de présence à la couleur claire ou à la couleur foncée selon où vous amenez votre réglette. Ok. Je vous montre, mais là, c'est pas l'idée de l'exercice, mais en gros, si je clique sur la courbe, vous voyez qu'en fait, ma flèche, n'en voyez pas, je zoome, mais en gros, quand je suis sur la courbe, et que je survole la courbe et que je suis toujours en dégradé, il y a un petit plus qui se met à côté de la flèche. Donc si je clique, ça ajoute une couleur. Et ça ajoute en fait la couleur qui est réellement là, à cet endroit de la courbe, enfin, à cet endroit de la droite du dégradé. Et là, je peux à ce moment-là modifier encore la couleur, etc. Là, je vais pas le faire. Mais vous voyez que ça tient compte aussi du grain. C'est-à-dire que là, mon grain, en bas, il est à 100%. Là en haut, il est à 0, puisque j'ai pas mis de grain sur cette couleur claire. Ok, 0%. Mais si j'ajoute une couleur intermédiaire vers le milieu, j'ai un grain, bah voilà, le grain à cet endroit-là, il est à 30%. D'accord. Donc il me calcule non seulement la couleur intermédiaire, mais ça tient compte du grain et de l'opacité si j'en avais appliqué une sur cette couleur. Vous sélectionnez la couleur, vous faites supprimer avec votre clavier pour enlever. J'enregistre, il faut toujours enregistrer. Bon, bah je vais faire pareil de l'autre côté. Excuse-moi, Romain, je vois pas Oui. la différence en fait avec je vois pas de différence de texture Sur mon écran ou sur le tien? sur le tien. Ouais, c'est normal, c'est le partage d'écran. En fait, comme c'est du grain, vu que le partage est légèrement pixelisé, même si je l'ai mis à fond, en plus tu vois les petits carrés après. D'accord, ok. C'est normal que tu le vois. Là, c'est le partage d'écran qui fait que tu vois pas. D'accord. Mais normalement, si toi tu le fais, tu vas le voir sur ton écran. Mais oui, c'est du grain très fin, c'est pixelisé un peu avec le partage, donc je suis pas surpris. C'est pour ça que je fais des petits zooms des fois, tu vois, comme ça. Vous voyez, il y a du grain. Je vais faire pareil. On peut peut-être s'amuser. On pourrait faire le même dégradé par souci de rigueur, mais on va faire un autre dégradé. Je vous laisse faire le dégradé que vous voulez. Donc vous sélectionnez bien votre rectangle de gauche, vous faites votre dégradé, juste pour qu'il y ait une cohérence visuelle au niveau de d'éclairage qu'on simule, mettez la couleur claire en haut plutôt qu'en bas. Pour faire genre la lumière elle viendra du haut de la pointe de l'immeuble. Et puis on va faire pareil sur la face du dessus, un dégradé avec la couleur claire qui va donc vers la pointe. Levez les petits pouces quand c'est bon de votre côté. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va sélectionner une fenêtre. On va le faire sur une fenêtre. Alors comme j'ai groupé, il me sélectionne tout. Je vais sélectionner. Quand vous avez des éléments dans un groupe, par défaut, si vous cliquez sur un élément, en fait, il va vous sélectionner tout le groupe. Si vous sélectionnez sur un élément en particulier, donc un élément dans un groupe, vous faites alors sur Mac c'est commande, sur PC ça va être contrôle, commande clic. Ça, vous cliquez directement sur l'élément qui vous concerne. Ok? Ça m'évite de sélectionner le groupe, parce que sinon ça me prend tout le groupe après. Là, pareil, on va faire un dégradé, et du coup, on va essayer de simuler en fait un peu de profondeur, un peu de lumière. Donc, on reprend notre petit dégradé, hop, et en fait, je voulais faire ça. Et en fait, ce qui fonctionne assez bien pour quand on fait du dégradé pour créer un peu cette profondeur, c'est de prendre un dégradé qui est inverse par rapport au dégradé de l'immeuble. Donc là, j'allais un peu du foncé vers le clair en remontant. Là, l'idée, c'est d'aller du foncé vers le clair en descendant pour créer cet effet un peu de lumière. Et même, si je veux être un peu rigoureux, voilà, on modifie l'angle, on prend l'angle inverse. Et la petite barre du milieu, vous la descendez bien pour que la partie claire soit minime par rapport à la partie foncée. Et ça, en fait, c'est ce qui va vous donner en partie un petit effet de creuser à l'intérieur. On croit souvent que le dégradé, ça sert à faire des mélanges de couleurs en mode je me mets ça en fond d'écran, c'est un beau coucher de soleil, mais en fait, le dégradé, ça permet surtout de faire ça, en fait, de simuler un peu des lumières et des ombres sur des objets, alors qu'en fait, on n'a paramétré ni ombre ni lumière, on est juste en train de faire croire qu'il y a une lumière qui éclaire tout ça. D'accord? Françoise? Il n'y a pas moyen de dupliquer la dernière action pour le faire à toutes les autres fenêtres après? En fait, là je l'ai fait avec le raccourci, mais en fait, je suis tellement raccourci que j'ai plus le truc. En gros, j'ai fait copier.
Mais c'était pas bête ton idée, mais du coup, il y a plus rapide si tu veux juste dupliquer le Ok. truc. Vous faites un Command-C ou Ctrl-C, donc copier. Vous sélectionnez l'autre forme et vous faites Command-Shift-V ou Ctrl-Shift-V, c'est-à-dire un coller, mais en général, c'est le raccourci pour coller un style ou un effet. Et là, normalement, ça l'applique tel quel. Ok, ça doit avoir un nom, hein, cette histoire. Bah voilà, vous avez, il y a les deux. Il y a coller le style, donc c'est ce que j'ai fait, Command-Shift-V ou Ctrl-Shift-V, et il y a coller l'effet, parce que vous avez des effets ici que vous pouvez appliquer au calque. Les effets, je fais une parenthèse là-dessus, je sais plus comment ça s'appelle dans Photoshop. C'est genre les options d'objets ou je sais plus. Enfin bref, vous sélectionnez un objet dans votre pile de calque, vous cliquez sur FX, elle est là. C'est juste que je vous disais, des fois les fenêtres elles se barrent. Elle est là, voilà. Vous allez pouvoir appliquer sur l'objet des contours, des ombres internes, des ombres externes, etc. Vous avez ça dans Photoshop, j'ai oublié le nom, mais c'est voilà, directement depuis la pile de calque. Et quand vous avez appliqué un effet, bon, admettons, je vais mettre une lueur, tiens. Une lueur, ça peut servir. Je vais mettre en normal. Ouais, super. Tac. Donc c'est une lueur externe. Moi, je voulais une lueur interne. Si je veux une lueur interne, comment je fais? Je fais là. Hop. Rayon. Comme s'il y avait de la lumière, mais du coup, c'est pas logique parce que c'est sombre. Mais admettons. Là, j'ai un effet, du coup, il est là. Donc si je veux copier, je fais Commande C. Et du coup, le raccourci, c'est coller l'effet. Moi, c'est contrôle. Mais ça va pas être contrôle sur PC. Parce que contrôle, moi, c'est quand c'est pas la touche commande. Je sais pas ce que c'est, faut regarder sur votre Affinity sur PC le raccourci qu'il vous propose. Mais bref, sinon je clique dessus et voilà, ça a collé l'effet. Monsieur Broubrou. Comment on sélectionne en cliquant glissant toutes les fenêtres en gros, tu vois? Parce que là, par exemple, quand je suis sur mon outil, que je prenne l'outil déplacé ou l'outil nœud et tout le bordel, ça me sélectionne vraiment que une fenêtre et je peux pas. Je te montre ça. Attends, je crois que j'ai répondu moi-même à ma question en vrai. Non, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même montrer. Oui. Parce qu'il y a une logique qui peut être, en fait, quand vous êtes par défaut sur beaucoup de logiciels, notamment sur Photoshop et tout ça, quand vous tracez un rectangle de sélection, donc pour sélectionner plusieurs objets, le fait de toucher un objet, ça l'active, ça le comprend dans la sélection. Or, dans Affinity, par défaut, mais ça peut changer dans les réglages, par défaut, il faut que l'objet soit englobé dans la sélection. Voilà. En fait, il faut que l'objet soit englobé dans la sélection pour être sélectionné activement. Si jamais ça te perturbe, si jamais ça vous perturbe ce fonctionnement-là, vous allez dans les réglages. Alors, sur Mac, c'est dans Affinity Designer réglages, et sur PC, je crois que c'est dans Édition réglages. Cliquez sur Outils. Vous avez une case donc, qui n'est pas cochée par défaut, qui est la 3e là. Sélectionnez l'objet s'il entrecroise le cadre de sélection. Donc si vous sélectionnez ça, le comportement du rectangle de sélection va être similaire à ce que vous avez par défaut sur la suite Adobe ou même sur d'autres logiciels. Mais par défaut, c'est pas coché, il faut vraiment que l'objet soit dedans. Et c'est un peu bizarre au début quand on est habitué à la sélection qu'on connaît tous, mais en fait, après à l'usage, quand on a plein d'objets comme ça, en fait, on se rend compte que c'est vachement pratique, parce que ça évite de sélectionner des objets qu'on n'a pas envie de sélectionner, quoi. Mais après, c'est libre à chacun. C'était ça ton problème, du coup Ouais, exactement. Ouais. Ok. C'était ça. Merci beaucoup. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut faire encore sur ça? Faut donner un peu du volume à ce trottoir là, il est tout plat. Je vais vous montrer comment on donne du volume à ce trottoir. Puis après, on fera d'autres trucs. Je vais réactiver ma grille, parce que j'en ai besoin. Afficher la grille. Donc j'ai mon rectangle. Déjà, peut-être tu donnes une autre couleur maintenant, hein, ça suffit. Le gris, c'est un peu tristouné. Ouais, on sent le graphiste. Sachez que je suis graphiste, je n'ai pas de problème avec la couleur. Ok, je ne suis pas raciste des couleurs. Moi, si je veux mettre du rose là, il n'y a pas de souci. Alors, je vais dupliquer ce rectangle. Là, je vais le renommer. Je vais l'appeler sol, parce que c'est le sol. Et je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer juste pour que ça me serve de référence. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le sol qui est donc le calque le plus en dessous. Avec mes flèches du clavier, je vais le descendre. Et pour en voir la différence avec celui qui est dessus, je vais changer la couleur. Voilà. Vous me voyez venir. Je sais que vous me voyez venir. Maintenant, je vais utiliser l'outil rectangle. Je vais prendre une couleur proche de ça, là. Et je vais le faire un peu plus clair. Ouais, bon, du coup, il me colorie l'autre, on s'en fout. Hop. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser ma grille. Donc, je suis du devant. Et là, j'ai fait une bêtise, puisque je n'ai pas cliqué sur modifier dans le plan. Donc, je recommence. Je modifie dans le plan. Voilà, je suis bien sur le devant. J'ai un premier rectangle. Je sélectionne celui de côté. J'ai toujours modifié dans le plan. Et je vais faire l'autre. Voilà.
Et du coup, mon sol là que j'avais fait, qui était celui du dessous, lui, je peux le supprimer maintenant. Parce qu'il me sert plus à rien, c'était juste pour avoir un repère. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Alors, je vais désactiver la grille, on y verra mieux. Voilà. Alors, mes deux rectangles qui sont allés en haut de la liste, on va les mettre en bas, sous le sol, ce sera plus logique quand même. Voilà. C'est ce qui va me permettre de créer du volume. Mais pour créer du volume, après, va falloir pareil, soit que je change la couleur, soit que j'applique un petit dégradé qui va bien. Mais déjà, en général, changer un peu la couleur. Voilà. C'est comme ça qu'on donne du volume. Ok? C'est compris ou c'est pas compris? Oui? Ok. Bon, bah voilà, c'est tout. Ça, c'est ce qui vous permet en fait de simuler, en fait, c'est avec ces petits trucs-là là, que vous allez simuler l'effet de 3D, et c'est ça qui va vous permettre de créer des objets comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, aussi bien des graphiques que des personnages, que des tables, des chaises, des immeubles, etc. D'accord? Des voitures. Alors je le montre parce que je l'avais montré à la dernière masterclass, et après on passera à autre chose. Je vous laisserai vous amuser avec l'isométrie. J'affiche ma grille. Je rappelle, pour ceux qui voudraient faire du pixel art et l'isométrie avec la grille, enfin avec l'effet pixel, je vais me mettre en mode haut, modifier dans le plan. Vous avez ici le pixel persona, c'est-à-dire le persona qui vous affiche les outils propres au bitmap. Un peu comme vous avez dans Affinity Photo ou dans Photoshop, etc. Et vous avez ici, lui, l'outil pixel. Et l'outil pixel, oui, tu as ajouté un calque pixelisé, je sais, c'est normal. Par contre, comme tu es transparent, on ne voit rien. Hop. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'outil pixel, lui, il n'est pas magnétique. D'accord? Parce que c'est pas du vectoriel. C'est là, en fait, je peins en pixel. Mais ce que vous pouvez faire, si je clique là sur la, je zoome un peu, sur l'intersection, je maintiens Shift. Hop. Là, pour le coup, c'est pas magnétique, mais la grille me sert de repère visuel. D'accord? Je peux faire ça comme ça. Voilà. Ça ressemble à rien du tout, mais voilà. Au moins, vous avez compris. Vous pouvez faire du pixel art en utilisant la grille. Mais après, l'intérêt de la grille, c'est le côté magnétique, donc c'est surtout utile pour les outils de pinceau vectoriel, les droites, etc. Vous voyez que l'isométrie, enfin surtout avec la grille, alors, je vais pas dire de bêtises, mais moi, cet outil-là, il m'avait tapé dans l'œil parce que sur Illustrator, il n'y avait pas de grille isométrique. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, j'ai pas été vérifié. Il y a la grille, hein, clairement, sur tous les logiciels, il y a la grille, Illustrator aussi. Mais il n'y avait pas la grille, les grilles comme ça isométriques ou axonométriques. Donc ça, c'est hyper cool parce qu'en fait, c'est hyper facile de créer des éléments isométriques ou axonométriques, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil. Vous avez vu, je vous remettrai les exemples tout à l'heure, je vous partagerai le lien avec tous les exemples que je vous ai montrés. Vous verrez que c'est assez facile de créer des choses, il faut juste prendre le temps de le faire. En fait, il y a très peu de choses en design qui sont compliquées. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de dessiner. Genre, je prends le crayon, je prends ma tablette graphique et je fais du dessin parce que je sais dessiner. Ça demande il y a des gens qui arrivent très bien comme ça. Après, ça demande de l'expérience pour certains, de la pratique. Mais sinon, après, créer des éléments, surtout comme ça, vectoriels, que ce soit isométrique ou comme ce qu'on va faire juste après, vous allez voir qu'en fait, c'est juste un peu de temps et quelques clics, quoi. Il y a rien d'hyper sorcier et il n'y a pas forcément besoin en plus d'avoir un stylet, une tablette graphique, quoi. D'accord? Donc vous avez donc un premier dossier qui s'appelle exemple isométrie, donc ce sont les images que je vous ai montrées tout à l'heure, comme ça vous les avez sous la main. Et vous avez un deuxième dossier qui s'appelle 02 illustration. Donc là je vais fermer, on va créer un nouveau fichier. Pareil, on va repartir d'un VXGA+, là. Et je vais importer l'image qu'il y a dans l'illustration pour l'avoir à côté de moi. Et l'idée, alors ça va pas être forcément de le reproduire à l'identique, mais ça va être de regarder comment on peut très vite faire un personnage qui a cette tête-là. Donc vous pouvez le glisser comme je l'ai fait dans votre nouveau fichier. Je vais l'appeler Cuphead, hein, puisque c'est un Cuphead, pour ceux qui connaissent. Voilà, je me le mets dans un coin, c'est juste pour qu'il me serve de référence. Je vais même lui tourner un peu la tête pour qu'il soit un peu plus droit, comme ça. Et donc il est là, je vais cliquer sur le canap pour le verrouiller, comme ça j'y touche plus, on n'en parle plus. Donc je vous laisse le télécharger, le mettre sur votre ordi, le glisser dans Affinity Designer, vous le mettre dans un petit coin, voilà. Là, de toute façon, on va pas utiliser la grille parce qu'on est des graphistes, on va faire ça à la main, quoi. À la souris. Ouais. Ouais, la souris, même. C'est bon pour vous? Je peux attaquer? Vous regardez d'abord. Donc on va se mettre sur le
Persona Affinity, donc ce qui permet de faire du dessin vectoriel. Je vais vous montrer un truc avec l'outil Plume. Ce qu'on a un peu tendance à faire quand on utilise l'outil Plume, de manière un peu, surtout les anciens comme moi qui ont connu les premières versions d'outil Plume, c'est de dire bon bah ok, je clique, je maintiens mon clic, je fais des trucs comme ça, je prends bien soin de faire mon tracé, ça c'est important. Voilà, puis en fait après, je vais appuyer sur A pour activer la flèche blanche là, et je vais aller faire Mumuse avec les courbes de Bézier pour ajuster mon tracé, pour déplacer mes points, etc. Ok. Je fais juste aussi encore une... Donc ça c'est nul, on va pas faire ça, je le supprime. Je refais juste une parenthèse pour ceux qui n'étaient pas là. Avec la plume, si juste vous cliquez, ça fait un point. Donc vous pouvez facilement faire des formes géométriques comme ça. Là, j'ai fait un triangle. Si vous cliquez et que vous maintenez le clic, là, vous sortez, vous tirez ce qu'on appelle des poignées pour faire des courbes de Bézier, pour avoir des trucs un peu plus arrondis. Ok? Et après, vous avez des raccourcis ici. Alors, je maintiens la flèche, je prends la flèche blanche, je peux sélectionner un point qui devient bleu, il devient actif. Et là-haut, vous avez un truc pour convertir. Donc là, il est en Bézier, je peux le convertir en point sans courbe, enfin sans poignée. Je peux dire, bah, tu me lisses le truc, ou tu me lisses le truc intelligemment en fonction de la forme des autres courbes. Enfin bref. Je vais pas refaire tout le cours là-dessus, mais en gros, voilà. On peut faire des points ou des points avec poignée, et on peut les changer a posteriori. Mais il y a un truc qui est vachement pratique. Admettons, je me dis, tiens, je vais faire la bouche, là, la forme de la bouche, vous voyez, qui ressemble un peu à un petit patatoïde. Je vais prendre ma plume, je vais faire, c'est quoi, allez, on va dire c'est 3 points, c'est un triangle. Voilà. Je vais juste augmenter l'épaisseur du trait pour que vous y voyez quelque chose. C'est pas obligatoire, mais pensez bien quand vous faites un dessin qui va utiliser qui va vous utiliser en fait les contours, cocher échelle de l'objet. Pourquoi? Je vais vous le montrer ici. Je le coche pas pour l'instant, donc mon trait il fait 16 points d'épaisseur. Si je réduis mon objet, attendez, hop, si je réduis mon objet, ça fait toujours 16 points d'épaisseur. Donc proportionnellement à la taille de l'objet, là d'un coup le contour il a l'air hyper épais. Ok? Et au contraire, si je l'agrandis, bah là, le contour il a l'air hyper fin. Parce qu'en fait, un contour par défaut il a une valeur absolue. Si c'est 16 points, c'est 16 points, peu importe la taille de l'objet après derrière. Donc si vous dessinez un objet comme un personnage et qu'après vous voulez l'agrandir, ce qu'il faut faire, et du coup garder toujours cette même épaisseur relative du contour, vous cliquez sur échelle de l'objet. Et là, en fait, le contour, il va s'adapter en fonction de la taille de l'objet, pour garder toujours un peu ce même ratio d'épaisseur par rapport à la taille. Ok? Bon, ma bouche, elle ressemble pas trop, quand même, faut le dire, faut être honnête. J'attrape la flèche blanche. La flèche blanche, c'est l'outil de sélection directe, c'est ce qui permet de modifier directement un tracé. Et en fait, plutôt que d'aller cliquer sur les points, faire des courbes de Bézier et tout, je vais aller me mettre carrément sur une courbe là. Alors, si vous zoomez, si vous mettez la flèche sur une des droites, ça fait un petit trait perpendiculaire et un petit symbole à côté de la flèche. Et là, ça va vous permettre, en maintenant le clic, de modifier, j'ai cliqué à côté, modifier la forme de la bouche. Et là, en l'occurrence, je vois que maintenant que j'ai fait ça, ce point-là, il m'embête, parce qu'il me fait un espèce de petit... Donc je le supprime. Et là, je vais rattraper ça. Là, j'ai déjà un peu plus la forme de la bouche. Ok? Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça parce que vous voyez qu'il a la bouche très arrondie, ce petit monsieur. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai deux solutions. La solution à l'ancienne et la solution utilisons les outils d'Affinity Designer. La solution à l'ancienne, ça serait de sélectionner un des points et de dire bah, tu me lisses le truc. Bon, en plus, il me le lisse avec les fesses, comme on dit. Ou alors de le lisser à la main, d'aller récupérer ma truc pour essayer d'avoir un truc un peu arrondi, mais ça va tout me déformer. Enfin, je rajoute des points, ça va être relou. Ok, moi, j'aime pas quand c'est relou. Donc, je le remets comme il était et je vais aller sélectionner cet outil-là. Outil angle. Je vous l'avais présenté dans la dernière masterclass. Et quand vous allez sélectionner un point, vous voyez qu'en fait, il y a un petit trait qui apparaît, une petite courbe comme ça. Vous cliquez sur le point, vous maintenez le clic, et en tirant vers l'intérieur, vous allez pouvoir arrondir. Voilà. Donc en fait, vous ne touchez pas au point du tracé lui-même. Vous allez juste dire, bon ok, le contour, par contre, tu vas aller faire une petite... tu vas tourner plus tôt que prévu, comme ça va faire un arrondi. D'accord?
Donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait une bouche avec juste 2 points. J'ai pas utilisé de tablette graphique. J'ai pas utilisé mes talents de dessinateur qui font ma renommée mondiale, bien entendu. Hein. Donc, j'ai fait la bouche. Ensuite, on va faire la tête. Enfin, cette partie-là de la tasse, là. Déjà, vous avez compris cette partie-là ou pas? Vous avez eu le temps de le faire ou pas? Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Bah, faites-le si vous voulez. On va avancer quand même. Même si vous savez faire, ça fait pas de mal, notamment pour utiliser les outils. Donc l'idée, c'est de faire, on démarre sur 3 points, on fait un triangle, on attrape, on clique sur on prend l'outil flèche blanche pour attraper les lignes entre chaque point, pour déformer la courbe et tout ça, pour ajuster. Et après, on vient utiliser cet outil-là, qui est l'outil angle. On clique sur un point, on maintient le clic et on tire vers l'intérieur pour faire l'arrondi. S'il faut, après, on peut rajuster un peu là. Voilà. Très important, on renomme le calque, toujours, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Bouche. Et on enregistre. Elodie. T'as bien pris la flèche blanche pour après faire la petite courbe là. T'as tiré Ouais. le trait. Moi, j'ai pas le petit. Tu t'es bien mis en flèche blanche pour le faire? C'est celle d'en haut là. Juste si je. Ouais, celle-là. Elle là. Bah ouais. Petit nœud. Oui. Alors, J'ai pas de truc qui s'affiche. alors, je prends l'outil plume. Hop, je vais désélectionner. Je vais me faire un nouveau calque comme ça. Donc je fais mes 3 points. Ok. Je ferme bien mon tracé. Pensez bien à bien fermer, à bien refaire que ça fasse vraiment une forme en fait, qui soit bien fermée. Sélectionnez la flèche blanche. Et en passant dessus, normalement. Alors attends, on va voir ça. C'est bon? J'avais majuscule à enfoncer en fait. Donc, Bah voilà, mais toujours, majuscule. Ça, c'est parce que tu es trop habitué à crier quand tu parles dans les chats. On le sait, Elodie. Bon, tant mieux si tu as trouvé le problème. Les autres, c'est important, sachez-le. Si un jour ça marche pas, c'est parce que majuscule est activé. Et je continue sur la théière, enfin la forme de la tasse. Ça va être un peu le même principe. Donc, on prend l'outil plume. Essayez de faire en sorte que le calque de la bouche là soit pas actif. Moi, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur celui qui est verrouillé, parce qu'en fait, parfois, il vous cumule les tracés sur le même calque et après, ça vous embête. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un calque séparé pour ces différents éléments, qu'on puisse après les retravailler individuellement, les déplacer les uns par rapport aux autres, etc. Donc bah là, c'est à peu près pareil. On va avoir un point là. Je vais commencer par un triangle aussi, en fait. Hein. Tout part d'un triangle. Donc là, on a quelque chose qui va plutôt avoir tendance à remonter. Et là, un truc très arrondi. Pareil, ce point-là, il va me casser les pieds. Je l'enlève. Je vais l'agrandir. Voilà. J'ai bien le trait à l'échelle de l'objet, donc ça c'est bon. Je prends la flèche noire pour sélectionner l'objet dans son intégralité. On va l'agrandir. Hop. L'idée, c'est pas de faire identique, hein, c'est de faire un truc qui ressemble. On va pas... Là, pour le coup, je vais peut-être lui dire de baisser un peu le trait. On n'est pas trop mal. Dans l'idée, bien sûr. Après, c'est sûr que la bouche, il faudrait que je la tourne, que je la mette un peu comme ça, là. Mais bon, ça, c'est de l'ajustement. Ok. Là, nous, ce qu'on veut, c'est déjà reproduire un peu la forme globale du truc. Ça, je vais l'appeler tête. Là, on va faire un truc un peu subtil. En général, quand je fais un truc subtil, ça fonctionne pas. Donc, on va essayer de faire un truc subtil quand même. Là, l'idée, je vous explique la subtilité du truc. On va s'occuper des yeux, là, cette forme-là, la grande partie des yeux. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un truc qui dépasse et qu'on l'imbrique à l'intérieur de la tête pour que le haut de l'œil soit automatiquement coupé à la forme de la tête. D'accord? Que je m'embête pas à essayer de faire matcher les courbes pour que ça s'arrête au niveau du crâne. Donc, pour ça, là, je pourrais presque faire des cercles. Genre, je m'embête même pas. Hop. Par contre, on va faire des traits plus petits quand même, enfin des contours plus petits. Voilà. Bon, il m'a mis un fond. J'en veux pas. Tac. Ça va permettre de voir tout de suite si la manip fonctionne. Alors, je l'agrandis un peu, parce qu'il a des grands yeux. Tac. Là, si je vais mettre un fond blanc, parce qu'il va se superposer avec l'autre, je lui mets quand même un fond blanc. Je sais que ça aime bien la couleur de fond. Tac. Un grand œil. Je vais le dupliquer tout de suite. Pardon. Commande J. Je le déplace. Donc, lui, il va être derrière.
truc un peu comme ça, il est plus petit. On va lui mettre les yeux sur le côté. Eh, ils sont identiques. Franchement, je vois pas la différence là. C'est des jumeaux. Donc ça, c'est bon. Je les sélectionne. Et en fait, je peux peut-être les grouper. Ça mange pas de pain. Je vais appeler ça yeux. Et je vais le glisser. Donc je sélectionne mon calque là, enfin mon groupe, parce que du coup je l'ai groupé. Hein, vous voyez que je peux dérouler là. On voit que j'ai bien mes 2 ellipses. Je vais le mettre dans tête. Alors quand on glisse sur un élément dans Affinity, en plus c'est bien, il me fait la preview. Soit je peux cliquer sur le calque et donc tout le calque devient bleu, soit je peux cliquer sur la vignette. Mais la vignette, ça fait en fait un masque. Enfin, ça fait autre chose. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est qu'en fait, les yeux soient imbriqués dans la forme. Donc je clique. Là, quand je déroule ma tête, maintenant j'ai bien mes yeux qui sont dedans. Je peux là arranger un peu le truc. Les rendre un peu plus comme je voulais. Je peux même ouvrir mon groupe des yeux et aller modifier localement la forme de ces petits bonhommes là, de ces petits yeux. Voilà. On va essayer de faire un peu comme dans l'exemple quand même. Quitte à plagier, autant le faire bien. Hein. Hop. Voilà. J'enregistre, je vous laisse faire la manip. Là, vous voyez qu'on fait ça pas à pas, mais rien que faire les principaux éléments du visage, une fois que vous avez les outils, vous avez vu, en 3 minutes montre en main, c'est plié, quoi. N'hésitez pas à vous entraîner à reproduire des petits trucs comme ça. C'est pas pour plagier, c'est pour s'entraîner et se rendre compte qu'en fait, bah, il y a souvent des techniques pour le faire rapidement. On va faire le petit rond noir des yeux, là. Alors là, pour le coup, j'ai pas de technique particulière. On va le faire à la plume, hein, toujours. On va faire je vais le faire à côté, dans un premier temps. Hop. On va faire le petit décochement. On va faire un truc comme ça. En fait, ce qui est bien avec le truc d'attraper les droites, c'est que vous pouvez dessiner la forme basique géométrique. Donc, on pense bien à fermer le tracé. Et après, on va venir modifier. Et après, vous supprimez les points qui y a en trop. Clairement, lui, il est de trop. Toi, tu es de trop. On t'a pas invité. Hop. Voilà. J'ai à peu près la forme de l'œil. Sauf que là, il est en contour. Moi, je veux qu'il soit en plein. Donc, en fait, ce que je peux faire le plus rapide, c'est cliquer sur la petite flèche là qui est en haut. Vous appuyez sur X, le raccourci clavier. Et ça va inverser en fait la couleur du contour et la couleur du fond. Donc, comme mon fond était transparent et mon contour était noir, le fond est devenu noir et le contour est devenu transparent. Si j'ai besoin, j'ajuste un petit peu plus la position du point là, pour que ça fasse un peu plus un triangle. Là, je peux encore travailler l'arrondi. Enfin voilà, bon. Après, c'est... On pinaille, mais en gros, j'ai... Non, ça, c'était pas une bonne idée. Hop. Mais après, j'ai la forme de mon œil. Donc là, j'ai mon œil. Oups. Je maintiens Shift pour qu'il se réduise de manière homothétique, donc proportionnelle, pour pas le déformer. Voilà. Et si je veux pas m'embêter, je le duplique. Hop, commande J, CTRL J, je vais le mettre là. Et par contre, il faut que je change l'ordre des calques. Là, par défaut, dès qu'on fait un nouveau calque, il se met en haut de la pile, ou en tout cas au-dessus du calque qui était sélectionné juste avant. Là, pareil, je vais les mettre dans la tête, je vais même les mettre dans les yeux. Voilà, dans le groupe des yeux. Et il y a juste celui-là, il faut qu'il soit derrière l'œil qui est sur le dessus. Comme ça, je peux faire un truc un peu plus comme ça, là. Vous pouvez déplacer, je crois que c'est au pixel près, avec les flèches de votre clavier, les objets. Et si vous voulez déplacer un peu plus loin, vous maintenez Shift et les flèches. Ça permet d'ajuster visuellement. Comme ça. Ok. C'est pas mal, là. Ils sont un peu pointus en bas, mes yeux. Pourquoi ils sont un peu pointus? Si je dis tu me les lisses intelligemment. On ne les lisse pas intelligemment. Comme ça, alors? Non, c'est pas mieux. Bon, alors vas-y, fais ça. Tant pis. Hein. Tant pis, je vais bosser. Hein. Il faut que j'affine un peu tout ça. Voilà. C'est plus arrondi, c'est mieux quand même. Si jamais vous vouliez que ce soit un petit peu moins pointu, anguleux au niveau de l'intérieur de l'œil, la méthode facile, c'est de lui ajouter un contour justement de la même couleur. De dire, écoute, je vais te mettre un contour, donc je sélectionne ici, là, je vais te mettre du noir, pareil. Ok. Et dans les paramètres du trait,
Alors déjà, vous pouvez choisir si vous voulez que le contour il soit à l'intérieur de la forme. Là, ça servira à rien. À cheval de la forme, donc que ça déborde autant d'un côté que de l'autre du trait de la forme, ou carrément à l'extérieur de la forme. Ok. Donc si vous êtes à l'extérieur, tout de suite, on va beaucoup plus voir le contour. Et vous allez pouvoir lui dire quel angle vous voulez. Donc par défaut, il est arrondi. Ça peut être un angle droit. Si l'angle droit n'apparaît pas, des fois, il faut juste augmenter la valeur du carré. Alors là, 1,5 ça passe, mais des fois, vous mettez 3 et ça fonctionne. Voilà, ça arrive sur certaines formes. Et puis même, vous pouvez faire des angles coupés. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un angle arrondi, et je vais le mettre à cheval. Voilà. Comme ça arrondit un peu plus le truc. Et je vais faire pareil ici. J'ai mis combien? On va mettre des chiffres ronds. On va mettre 7 points. Hop. Et là, je vais faire pareil. Je vais lui ajouter un contour noir. Voilà. Le trait, on a dit 7 points. On a dit, donc arrondi c'est bon, et à cheval, donc normalement c'est bon. Vous cochez bien l'échelle de l'objet, toujours. Comme ça, il n'y aura pas de... Les pupilles ne vont pas se mettre à grossir ou à devenir plus petites si vous agrandissez l'ensemble du visuel. Et là, comme ça, vous avez un truc un peu moins pointu au niveau des yeux. Hyper dur. On va faire le nez. Le nez, c'est une ellipse. L'ellipse, c'est là. C'est un truc qui ressemble à ça. Donc là, il m'a gardé mes derniers réglages, donc il m'a mis un contour noir et un fond noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme le visuel. Je vais sélectionner la couleur de fond. Oh purée, Loïc, ça se verra pas dans le chat. Loïc, il a dit un nez lisse, comme le nez et un ellipse. Ah, quelle plume, Loïc. Putain, c'est fin, c'est engagé et tout. Beau gosse. Alors, là, je vais prendre ma petite pipette, je vais la glisser sur le nez rouge, là. Voilà. Si jamais la couleur ne charge pas automatiquement, il vous suffit de cliquer après sur la couleur qui est chargée à côté de la pipette pour l'appliquer à l'objet. Ça, je crois que ça se paramètre, mais je ne sais plus ce que j'ai mis comme paramètre sur ça. C'est-à-dire qu'en gros, soit vous pipettez une couleur, juste elle est chargée à côté de la pipette, mais elle n'est pas appliquée à l'objet. Soit il y a un truc que vous pouvez cocher dans les réglages d'Affinity pour que, en la chargeant, il l'applique à l'objet qui est sélectionné. Donc là, j'ai fait un nez. On va peut-être faire un contour un peu plus épais pour le coup. Hop. C'est un peu plus comme dans l'exemple. On va le remonter. Plus technique, la langue. Alors bon, je vais replier ça, tac, parce qu'en fait on va s'occuper de la bouche. Alors la langue, bon là il n'y a pas 36 000 manières, on va faire un peu comme tout à l'heure avec les yeux, on va faire une forme pour avoir le haut de la langue, et après on va l'emporte-piécer en la glissant dans la bouche, d'accord? Comme on a fait pour les yeux avec la tête. Pour moi c'est ce qui me paraît être le plus simple. Après, si vous avez une meilleure idée, je prends. Donc on va faire un truc qui ressemble vaguement à une langue. Alors, n'importe quoi. La plume, merci. Hop, donc j'ai fait un truc, donc je fais dépasser. Là, il y aura un truc. Après, il y aura un petit trait à dessiner. Ouais, bon, on va faire un tac, tac. Et on ferme la forme. Voyons voir ce qu'on arrive à obtenir en faisant ça. Alors, l'arrondi de la langue ici. Ok. L'arrondi là. Je vais peut-être zoomer, hein, vous verrez mieux. C'est juste que je voudrais voir ça en même temps. Ça, c'est un peu arrondi aussi. Ouais, ça va ressembler à peu près. Je tire un peu le trait par là. Tac. Là, c'est arrondi un peu. Je pense qu'on peut le virer. Il me casse le... Il me casse. Hop. Ouais, c'est pas mal ça. Et je pense que lui aussi, on va le virer. Un beau tracé, c'est un tracé qui, justement, n'a pas de points qui viennent parasiter, faire des angles là où il ne devrait pas y en avoir. Voilà. Là, en gros, la langue, c'est deux courbes, basiquement, qui sont collées l'une à l'autre. Il faut qu'on ait des courbes. Donc, moins vous avez de points, plus un tracé est propre. Ça n'a pas de sens, ma phrase. Moins vous avez de points, plus un tracé est propre. C'était l'intonation qui n'était pas bonne. Voilà. Donc là, j'ai un truc qui devrait être à peu près OK. Je vais tout de suite y mettre en couleur de fond le même rouge. Donc, je sélectionne bien la couleur de fond. Là, c'est le contour, donc elle est devant. Et je peux, c'est la même couleur que j'ai chargée dans la pipette. Donc je clique juste sur la couleur à côté de la pipette. Et la couleur est chargée. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai ma langue, là, je vais la renommer langue. Et je vais faire comme tout à l'heure. Dans l'ellipse, on va le renommer aussi. Hein. Nommer bien vocal, sinon après on s'y retrouve plus. Et la langue, je vais faire comme tout à l'heure. Je la sélectionne, je maintiens le clic, je la glisse sur bouche. Voilà, une fois que le rectangle est mis, c'est bon. Alors je vais peut-être après modifier un peu la forme. Je pense que là, je vais aller un peu fort sur un truc un peu comme ça.
Voilà, à peu près, quoi. C'est peut-être le contour qui est trop épais. On va diminuer le trait. Voilà. Et on va sélectionner la bouche et lui dire couleur de fond, tu mets du noir. Bon, après, vous ajustez, hein, vous faites... Alors Loïc, on n'a pas une blague à faire sur la langue du petit monsieur? Non, pas moi non plus. Pas d'inspi aujourd'hui. On va faire... alors je vais grossir un peu mon visuel de base. C'est bon hein, pour la langue? Tout le monde a fini? Pardon, parce que je me lance, mais en fait... Ouais, ok. J'ai vu un pouce sur, sur la vidéo de Christian. Ok. Donc, je vais juste agrandir un peu plus notre petit Cuphead. On va s'occuper de la anse pour tenir la tasse, là. Alors, ok. Bon, je sais comment on va faire. Et là, il y a plein de façons de faire. On peut faire juste les deux traits et tout. On va utiliser un peu les outils de forme qu'il y a là-dedans, là. Avant ça, vous sélectionnez la tête et en couleur de fond, vous allez mettre du blanc, justement. Voilà, pour qu'elle soit pas transparente. Ok. Ça nous permettra de cacher facilement la forme de la anse, puisque elle, pour le coup, on va pas l'intégrer dans une forme, on va pas l'emporte-piécer, on va utiliser la superposition des calques pour la cacher derrière. Donc ma tête, elle est blanche, là on le voit, avec les yeux. J'ai donc la bouche qui est là avec la langue dedans, le nez qui lui est tout seul à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va s'occuper de ce petit truc. Dans les formes ici, là, donc en dessous du carré et du cercle, donc vous maintenez le clic, et vous avez un truc qui s'appelle l'outil anneau. Alors, il y a plein de formes, il y a l'outil anneau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces formes-là, en fait ce sont des formes donc pré-enregistrées. Je vais le faire, je vais prendre autre chose que l'anneau pour vous faire la démo. J'aime bien montrer l'étoile, c'est assez explicite en général. Donc ce sont des formes vectorielles. Vous tracez la forme, si vous maintenez Shift, elle est proportionnelle. Comme c'est une forme, vous pouvez lui appliquer n'importe quelle couleur de fond, n'importe quel contour. Et donc là, je me remets sur l'outil. Et en fait, chacune des formes a des points rouges. Parfois, il y en a 2, parfois il y en a 3, ça dépend de la forme. Et en fait, quand vous cliquez sur ce point rouge, ça va modifier des paramètres de la forme. Donc là, sur l'étoile, celui-là, il va arrondir en fait les angles internes. La pointe, ça va arrondir justement la forme de la pointe. Et celui-ci, ça va creuser plus ou moins les branches de l'étoile. D'accord? Par contre, après, à partir du moment où vous voulez l'éditer comme une forme, comme on le fait depuis tout à l'heure, par exemple, prendre la flèche blanche et dire, en fait, là, je veux déformer cette partie-là, tant que c'est encore une forme dynamique, vous ne pouvez pas le faire. Il faut faire un clic droit, convertir en courbe. Là, vous ne pouvez plus utiliser les modificateurs avec les points rouges. Par contre, maintenant, c'est devenu un objet comme on fait depuis tout à l'heure, où là, je peux attraper des trucs et la redéformer, ajouter des points, supprimer des points, etc. OK? Donc là, c'était pour l'exemple. Nous, on va prendre donc le tube, là, l'anneau. Donc je trace mon anneau. Alors, sur les Cuphead, il est un peu déformé, mais on va faire un truc un peu comme ça. Alors, sur l'anneau, j'ai un point rouge qui va me permettre d'avoir un trou plus ou moins gros à l'intérieur. Et j'ai un autre truc qui va me permettre, en fait, d'avoir, si vous avez besoin de faire des graphiques, de faire un cercle complet ou pas, quoi. Voilà, c'est vrai qu'à la limite, je pourrais faire un cercle pas complet. On peut faire ça. On va le faire tourner. Et on va grossir un peu l'épaisseur du trait pour coller un peu plus aux proportions du dessin. Voilà. Je peux le déformer un peu comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je prends la flèche noire, je le déplace là, je le tourne, je peux l'agrandir, il est petit par rapport à l'original. Tac. Et je vais tout simplement prendre oreille et le mettre en dessous du calque-tête. Pas dans le calque-tête, comme j'ai fait tout à l'heure, juste en dessous. Je change l'ordre des calques. Ce qui fait que là... Alors par contre, on va le modifier un peu parce qu'il n'a pas la forme... En fait, on voit que le bas de l'anneau est plus serré que le haut, si on regarde l'exemple. Donc là, ce que je vais faire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que je vais faire un clic droit, je vais convertir en courbe. Et je vais simplement... Je vais peut-être plutôt prendre lui. Ah, mise à couper. Non, fais pas ça. On va faire ces trucs-là. Voilà. Bon là, je chipote, hein. C'est vraiment pour dire la partie du haut. Je suis en train de modifier vraiment le tracé de l'anneau pour avoir un truc.
Et là, par contre, je vais modifier l'angle de ça. Ouais, en fait, je pourrais enlever lui. Hein. Toi, tu vas partir. Voilà. Ça, je fais un truc bien arrondi. Voilà. Alors, il me montre le reste du tracé derrière, mais ce tracé-là, en fait, cette partie-là, on la voit pas puisqu'elle est masquée, elle est derrière la tête. OK. Là, j'ai à peu près une oreille. On enregistre. Je vais pas faire l'ombre. Hein. L'ombre, c'est une forme qui est grise et qui est en transparence, ou même qui est juste en gris clair. Hein. En fait, on pourrait croire que c'est une ombre, mais vous faites une petite forme grise, gris clair, et ça fait comme si c'était une ombre, quoi. On fait la paille et après on fait une pause. Hein, parce que moi j'ai plus de café, il est froid, ça va pas du tout. Moi je peux pas bosser dans ces conditions. Alors, on va faire la paille. Alors, déjà, on va regrouper un peu tout ça. Donc la tête, la bouche, le nez. Alors là, j'utilise la touche commande ou la touche contrôle. Attention, manipulation, ça marche dans tout. Si je maintiens la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, je vais pouvoir en fait sélectionner ou désélectionner les calques indépendamment. Donc là, je peux faire 1, 2, 3, 4 et sélectionner mes calques. Si je maintiens la touche Shift, donc je maintiens le premier calque, enfin je sélectionne le premier calque, pardon, je maintiens Shift, je sélectionne le dernier, ça me prend le premier, le dernier et tous les calques qui sont entre les deux. D'accord? Voilà. Et ça, je vais le grouper. CTRL G, commande G, et je vais appeler ça tête. Parce que pour le coup, j'ai tout. Il manque juste la paille. Donc là, maintenant, je vais pouvoir déplacer tout ça. Je vais même pouvoir le réduire un peu. Voilà, ça me permet de contrôler que j'ai bien mis tous mes tracés en échelle de l'objet. Enfin, il me semble. Hein. Oh c'est rigolo ce qu'il fait, vu qu'il n'y a plus assez de place, il fait oh ça, c'est à cause de l'option, vous savez, qu'on a utilisé pour arrondir le... C'est génial, ça ne me l'est jamais fait. Puis ça fonctionne bien, on dirait que c'est fait exprès. Oh waouh oh waouh ouais, c'est le matin, il faut être indulgent avec moi. Alors, la paille. C'est de l'animation à la main. Donc la paille, pareil, hein. On va se faire la plume. Pareil, elle sera masquée partiellement par la tête, donc on ne s'occupe pas trop du bas de la paille, on s'en fiche un peu, on va juste prendre les points importants de cette petite paille. Voilà, je pense que ça suffira. On va la fermer quand même. Voilà, je passe en flèche blanche. Alors le haut est plutôt droit, donc c'est plutôt ça qui arrondit. Ça arrondit aussi. Peut-être remonter un peu le tracé là. Voilà. Bon, après le but, c'est pas que ce soit exactement pareil, mais en gros, voilà, on reproduit un peu les effets. Là, c'est un peu arrondi. Là, c'est un peu creusé. Voilà. Bon, ce serait pas mal. Zoom un peu. C'est arrondi là qui me plaît pas. Toi, tu me plais pas, toi. T'es pas assez symétrique. Ok. Un peu épais. Un peu épais. On va mettre 12. C'est bon pour vous? Ok. Je vais reprendre la plume. On va faire directement les traits et les parties blanches et rouges. En fait, on va faire surtout les parties rouges. Alors, comme j'ai activé tous ces trucs-là, moi, aligné, machin, là, en fait, ça, je rentre pas dans le détail. En fait, vous survolez, ça va vous dire ce que ça fait, mais en gros, ça va vous permettre d'accrocher la géométrie des formes. C'est ce qui fait que quand je passe sur une forme, il me le met en jaune comme ça pour dire, en gros, là, ton point, il sera matché pile poil avec le contour de l'objet. Je fais ça. Hop. Je peux rester sur la ligne comme ça, et je referme ma forme. Là, pareil, je prends la flèche blanche, je déforme un peu comme sur l'exemple, comme ceci. En fond, je mets le rouge, je récupère, il est toujours chargé dans ma pipette. Voilà. Et comme le contour est le même, et que du coup j'ai eu l'accrochage magnétique sur la forme géométrique, en gros mes contours, sauf lui, remarquez, je dis ça, mais je me suis un peu avancé. Ce contour-là, lui, on va le gruger comme ça. Voilà. Et puis je vais faire pareil pour l'autre partie rouge, et là je vais juste faire un trait pour celui-ci. On va pas s'embêter. Hein. Donc le trait, tu as un trait qui part à peu près de là. Vous voyez, il m'affiche en jaune pour montrer que ça va accrocher. Comme ça. Voilà, c'est juste un trait. Je sélectionne la flèche blanche, je le déforme. Là, c'est pas grave si je ferme pas le tracé, c'est juste un trait, donc c'est pas une forme. Et ensuite, je vais faire une forme ici. J'appuie bien sur échappe pour désectionner mon trait, parce qu'en fait, parfois, quand on a commencé à tracer une forme et qu'elle n'est pas fermée, si on continue de tracer,
en fait, ça va prolonger la forme. Enfin, ça va faire comme si c'était un 3e point ou un 4e point. Donc, vous faites échappe pour désélectionner. Et on va refaire une nouvelle. Là, pareil. Hop. On va recaler les contours un peu comme il faut. Lui, ici. Voilà. On lui applique la couleur rouge. On est bon. Je sélectionne tout ça. Donc, j'englobe tout dans ma sélection. Je groupe. J'appelle ça paille. Je la place. Hop. Et je la mets derrière la tête. Je la remonte un petit peu. Voilà. Ouais, elle fait petite la paille là. Oh là là. On va l'agrandir un peu. Par contre, la paille, je veux pas que le contour s'agrandisse, qu'il est déjà limite trop épais. Je vais sélectionner tous mes trucs là, et je vais leur dire pas d'échelle de l'objet. Comme ça. Ouais, ça ira bien comme ça. Je vais juste cliquer à déborder. Là, par contre, je les resélectionne et je réactive l'échelle de l'objet. Voilà. Comme ça, si j'agrandis la tête, je sélectionne mes 2 groupes là, et je vais appeler ça Cuphead. Je fais pas les ombres, hein, mais vous le ferez, ça c'est fastoche, quoi. Vous voyez, je sélectionne 2 pupilles en même temps, je vais les recaler. Ça, je les tourne en même temps, elles ont le même angle. C'est bon. Je voulais vous montrer un truc avant qu'on passe au dernier exercice. Un truc important, que je vous ai pas montré la dernière fois. C'est la notion d'export. Parce que bon, c'est bien gentil de faire des petits gribouillis là sur Affinity, mais après, il faut les montrer. Hein. Alors, il y a 2 manières d'exporter. Soit vous exportez tout le document, tout votre plan de travail. Et alors, il y a un raccourci pour ça, qui est fichier exporter. Alors, sur Mac, c'est commande option Shift S. Et du coup, sur PC, je pense que c'est CTRL Alt Shift S. Et le fait de faire ça, ça vous ouvre une fenêtre où là, vous allez pouvoir choisir en quoi vous voulez exporter. Donc, je rappelle que JPEG, c'est une image écrasée. Alors, pour des visuels comme le Cuphead, prenez pas le JPEG parce que ça va pixeliser. Prenez plutôt le PNG. PNG, ça conserve la transparence du fond quand le fond est transparent. Sinon, après, vous avez le PDF, vous avez le SVG, qui est le format vectoriel universel qu'on utilise notamment sur le web. Voilà, si vous voulez vraiment garder l'info en vectoriel. Bon, après, il y a d'autres trucs, mais voilà, c'est là que ça se passe. Par défaut, il vous propose la taille de votre document et vous pouvez lui donner une taille inférieure ou supérieure. Si vos éléments sont vectoriels, ils vont être agrandis de manière proportionnelle sans perte de qualité, donc ça peut être plus grand. Donc là, je suis sur le pré-réglage PNG, donc voilà. Et quand vous faites exporter, là, ça enregistre, ça vous demande où vous voulez enregistrer votre export, vous l'enregistrez sur votre ordi, et voilà, vous avez votre PNG. Mais typiquement, dans le cadre de Cuphead, j'ai pas envie d'exporter tout, j'ai juste envie d'exporter lui, par exemple. Ok. Ce qui nous amène donc à un truc que je ne vous avais pas montré, qui est le 3e persona d'Affinity, qui est le export persona. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. En gros, quand vous êtes en export persona, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'outils. Et notamment le premier outil qui est l'outil tranche, slice. C'est un outil que vous avez dans Illustrator, vous avez dans Figma, vous avez dans pas mal de logiciels. Donc, je suis sur le persona, donc je suis sur Affinity Designer, je suis sur le persona, le 3e, l'export persona, et j'ai plusieurs outils, dont l'outil slice, donc tranche. L'outil slice, en fait, quand vous le sélectionnez, ça vous permet de tracer des zones qui vous donnent certaines indications de dimensions, etc., qui apparaissent du coup dans une palette qui est en fait à côté de la palette de calque. Donc là, j'ai mes calques, et là, j'ai mes tranches. Et en fait, je vais pouvoir dire après, tu m'exportes telle tranche. Alors, je peux faire plusieurs tranches, je peux exporter plusieurs tranches d'un coup, je peux les exporter une par une, je peux les exporter dans des formats différents les unes des autres. Donc voilà, on peut vraiment tout faire. Et la méthode la plus simple quand vous voulez exporter un objet, je fais un commande Z, j'annule ce que je viens de faire, c'est que vous sélectionnez en fait tout le calque la Cuphead et vous cliquez. Alors rendre l'élément visible à l'exportation, ça c'est juste pour éviter de le masquer en fait, pour le masquer de l'exportation qui ne figure pas dans l'export, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Je sélectionne mon calque et je clique sur créer une tranche. Et là, il crée automatiquement une tranche à la taille de mon objet.
Comme ça, j'ai pas à m'embêter à essayer de tracer le truc, surtout qu'il n'y a pas de magnétisme quand on trace les tranches. Et donc, dans les tranches, maintenant, j'ai ma tranche Cuphead. Par défaut, il m'applique les options d'exportation qui sont là-haut. J'ai un autre panneau. Par défaut, c'est du PNG. Mais si je déroule, je peux aller lui dire, bah, tu vas me faire un export en PNG. Si je clique sur le petit plus, je peux dire, tu me feras aussi en même temps un export en JPEG. Et je peux exporter tout ce que je veux. Et une fois que c'est bon, je clique sur exporter les tranches. Donc là, comme j'exporte 2 tranches, il me met 2 tranches. J'exporte les tranches, il me demande où je vais les enregistrer, et voilà. Ça vous permet d'exporter notamment un élément comme ça. Directement, vous pouvez exporter en SVG, vous pouvez exporter en PNG. Comme tout à l'heure dans la grosse fenêtre d'export global, c'est les mêmes réglages. C'est bien, Françoise. Il était temps parce que la masterclass est bientôt terminée. Est-ce que c'est compris? Je vous laisserai tester les tranches, mais en gros, voilà, ça permet en fait d'exporter certains éléments plutôt que tout le panneau ou de redécouper derrière. Elodie. Est-ce que là, tu vois, tu as créé une tranche pile poil sur l'objet? Oui. Est-ce qu'on peut lui rajouter des marges à cette tranche? C'est pour Alors, des marges d'exclusion, pardon. en fait, la tranche, une fois qu'elle est sélectionnée, alors tu peux pas lui dire mets des marges. Par contre, tu peux sélectionner et l'agrandir un petit peu si tu veux. Tu vois, une fois qu'elle est créée. C'est plus vraiment à la mano, quoi, tu vois. Ouais, ok. C'est good? Ok. Bon, ça c'était la première chose. Un autre truc que je vous ai pas montré aussi, mais vous l'avez peut-être vu par vous-même parce que vous êtes curieux et avide de connaissances. Dans Affinity Designer, mais c'est valable aussi pour dans Publisher et Photo. Vous avez un truc, alors ça n'a pas de rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais je vous le dis à titre indicatif. Dans Fenêtre, vous avez un truc qui s'appelle Stock. Stock, ça vous aura un petit panneau sur le côté. Voilà, je vais agrandir. Alors la première fois que vous le lancez, il vous dit accepte les conditions d'utilisation, blablabla. Tu fais OK. Alors vous avez deux sources de stock. Vous avez Pixabay et Pexel. Pexel, ça va être, par exemple, si je mets voiture, il va me proposer des visuels. En fait, il va aller chercher sur les sites. Alors pour ceux qui connaissent Pexel, c'est un site que moi j'utilise pas mal pour choper des stocks photos et vidéos. Il faut juste citer les sources quand vous les utilisez commercialement parlant. Et là, en fait, c'est juste un moteur de recherche intégré à la suite Affinity qui vous permet de chercher directement des éléments et de les ajouter. Oui, je comprends. Hop. Et de les ajouter dans votre créa, quoi. Là, il m'a mis en très grand. Très très grand. Je vais la réduire. Vous pouvez, quand vous avez une image qui est importée, ouvrir l'URL de stock. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez vraiment l'utiliser et que vous voulez citer la personne qui a pris la photo, ou l'artiste, si c'est une créa, un graphisme ou quoi, vous cliquez sur ouvrir l'URL de stock, ça va vous amener sur le site à l'endroit où il y a ça. D'accord? Et l'autre, c'est donc Pixabay. Pixabay, il y a des photos, mais il y a aussi, vous pouvez cocher vecteur, ça peut être des formes. Après, Pixabay, il est un peu moins bien. Ouais, voiture, il me trouve rien. Alors peut-être c'est en anglais qu'il faut mettre. Voilà, Pixabay, il faut lui mettre plutôt en anglais les recherches. Ok? Voilà, donc vous l'utilisez, c'était à titre informatif. Personnellement, j'utilise très peu parce que moi, je préfère aller sur les sites et affiner ma recherche et voir. Enfin, je trouve ça plus. Les sites sont quand même mieux foutus, mais après, quand vous avez besoin de rapidement utiliser une image rapido, ne serait-ce que pour tester des trucs, stock, ça peut être pas mal. Ok? Bon, c'était une petite parenthèse. On va passer au dernier exercice. Alors, pour que je vous le copie dans le dossier. Dans le dossier illustration, je rajoute un fichier qui s'appelle affiche enfant.png 130 synchronisé. Je vais créer du coup un nouveau fichier. On va faire. Alors je vais fermer ça. J'enregistre. C'est synchro. Normalement, vous y avez accès dans le lien que je vous ai passé tout à l'heure dans le chat. Alors, je vais faire fichier nouveau. Alors là, pour le coup, on va aller dans imprimerie ou imprimante. On va rester en RVB. On va faire imprimante. Imprimante et on va faire du A3. Mais par contre, je veux du A3. En 300 dpi, ça va être un peu lourd. On va faire du A4. Hop. A4 et l'orientation verticale. Je touche à rien d'autre. Hein. Voilà, on est en RVB, 300 dpi, blam, je crée. Et le fichier qu'on va... Alors,
On va pas reproduire tout ensemble là, parce que déjà, on n'aura pas assez de temps, puis on va utiliser enfin, ça reprend ce qu'on a fait ce matin. Je vais juste vous montrer deux trucs pour le mener à terme, cet exercice. Alors déjà, pareil, je vais l'insérer sur le côté. Voilà, donc c'est une affiche de type pour une chambre d'enfant, par exemple. Voilà. Nous, les graphistes, en général, on n'a pas d'argent. Alors, plutôt que d'acheter des Lego à nos petits-neveux, on leur fait des petits gribouillis, on leur met dans un petit cadre, on fait tiens. Et comme ça, après, tu deviens instantanément une star, parce que quand les copains ou les copines ils viennent chez ton petit-neveu ou ta petite-nièce, ils voient ça, et ton neveu, il fait « Et ça, c'est mon tonton, ma tata qui l'a fait, parce que il a pas assez de moula pour me payer des Lego. » Voilà, donc il me fait des gribouillis tout nazes. Donc, là, ce qu'on va utiliser, en fait, bon, pour faire les formes, là, l'ours, même les cercles et tout, je pense que ça va pas être trop compliqué pour vous. Sur la base de ce qu'on a vu ce matin, ça reste des formes assez simples. Les petits oursins, ourson-oursin, bon, bah, ça va être une de ces formes-là, et en l'occurrence, l'étoile. Non, pas celle-là, ça c'est la double, pardon, j'ai pris la double étoile. Je me suis un peu enflammé. Bon, vous pouvez faire les oursins double étoile, hein, c'est pas très grave en vrai. Je prends l'étoile, je lui rajoute un certain nombre de branches. Voilà. Là, je vais... Alors ça, c'est l'arrondi, c'est pas lui que je veux. Plus ça, et des branches plus grandes. On va faire un peu plus. Je pense que j'ai pas mis assez de branches, c'est pour ça que ça fait pas très oursin. Faut que ça pique plus. Ça manque de piquant, tout ça. Voilà. Donc ça va être la base de votre oursin. Ok? Je vous montre juste pour faire l'eau. Enfin, en fait, si vous regardez le visuel, si vous l'avez téléchargé, vous voyez qu'en fait, il y a de la texture sur l'eau et sur le fond qui sert de ciel. Ok? C'est ça, juste le petit truc en plus qu'on va avoir sur cette partie-là. Je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, admettons. J'ai mon fond. Ça va être... Je vais appeler ça le ciel. Hop, on va le faire un peu jaune comme sur le modèle. Alors le contour, j'en veux pas. Hop. Un truc un peu dans ce délire-là. On va rajouter l'eau par-dessus. Alors l'eau, on peut... Mille façons de faire, mais en gros, on peut reprendre un peu le principe de tout à l'heure. On peut dire, je mets 2-3 points. Voilà, je ferme bien mon tracé. Je le fais sortir du cadre. J'active la flèche blanche, puis là, je vais faire des petites vagues, des trucs comme ça. Vous pouvez mettre plus ou moins de points, vous pouvez aussi les virer une fois que vous avez vos courbes. Si vous voulez faire une petite vague discrète. Non, pour le coup, j'en ai enlevé un trop, là. Je suis un peu enflammé. Je vais faire un truc un peu comme ça. Voilà. Lui, pareil, pas de contour. Un petit fond bleu. Et donc là, j'ai mon ciel et mon eau. Si je mets de la texture sur ça, en fait, il faut que je passe en mode pixel persona. Vous avez des pinceaux vectoriels avec des formes un peu, enfin, avec des contours un peu pas très nets, mais en fait, dans Pixel Persona, il y a plus de formes de brush. Vous êtes dans Pixel Persona, vous sélectionnez lui là, l'outil pinceau. Alors par défaut, là, il y a 5 pixels, je vais le mettre plus grand. Voilà. En couleur, là, je vais mettre du blanc, parce que ça va être une... Pardon, je sélectionne cette couleur-là, pardon. En fait, c'est plus les pinceaux, ça prend qu'une couleur de contour, entre guillemets, comme... Je vais mettre du blanc. Pourquoi il veut pas? Si, c'est bon. Bon, je vais dans pinceau. Pinceau, ici, vous avez un truc qui s'appelle texture, tout simplement. Que vous regardez texture, je vais essayer celle qui vous plaît, je vais prendre celle-là au hasard. Ok, donc là, en fait, il me affiche un petit message pour me dire, bon, on l'a pas vu, mais en gros, il m'a dit qu'il m'a créé un calque pixel. Parce que vu que justement, c'est du pinceau qui n'est pas vectoriel, il me crée un calque pixel. Donc là, je peux augmenter encore la taille. Il est comment en opacité? Hop. Et là, en fait, vous voyez que alors, je sais pas si ça se voit bien sur l'écran, mais je suis en train d'ajouter de la texture. Ok. Là, comme j'avais sélectionné mon calque haut, en fait, il m'a automatiquement fait un calque de pixels qui est lié à mon calque haut. Donc si je déborde, en fait, ça déborde pas sur le ciel. Ce qui fait que je peux utiliser deux textures différentes ou juste ne pas impacter le ciel. D'accord? Donc là, je suis en train de dessiner sur l'eau, de rajouter de la texture. Plus j'appuie, plus je peins, plus ça densifie. Donc là, je le fais volontairement pour que vous puissiez
peut-être voir sur votre écran que effectivement j'ai mis des trucs un peu blancs là. Et après ce calque pixel, si je veux l'intégrer un peu mieux à mon visuel, je peux aller soit modifier l'opacité, pour le rendre un peu moins visible, d'accord? Donc là je modifie que l'opacité de mon calque pixel, pas de l'eau elle-même, l'eau reste bleue à 100%. Ou alors je peux utiliser ce qu'on avait vu précédemment avec Affinity Photo, les options d'incrustation. Alors là, comme c'est une texture blanche, je vais pas avoir 1000 options qui vont fonctionner. Celle-là prend un peu la teinte. Voilà, après vous pouvez utiliser les options d'incrustation, les combiner à l'opacité, et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre de la texture sur des objets vectoriels. D'accord? Je vous laisse 15 minutes, vous avancez sur, vous essayez de me reproduire le visuel, enfin me reproduire à peu près, me faire l'ours, me faire les petits, le petit poisson, je vais le remettre sur le dessus. Le petit nœud papillon poisson. Normalement, il n'y a rien de compliqué, hein. Ce sont soit des formes, voilà, typiquement c'est des cercles, hein. Là c'est un trait avec un contour. Et en gros, toutes ces formes-là, là, que ce soit le museau, les oreilles, ou même la forme de l'ours lui-même, avec ce qu'on a vu ce matin, 3-4 points, on prend les courbes, on déforme un peu et on a la... Ok? C'est clair pour vous? Allez, je vous laisse 15 minutes.
Bon, alors, ça dit quoi? Quelqu'un veut nous montrer où il en est? Où elle en est? De toute façon, après, Ah. je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser finir tranquillement en mangeant des frites avec votre café. Allez, Moi, je veux j'arrête de bien. partager. Allez, vas-y. J'arrête de partager. C'est toi qui nous montres. Attends. Hop. Faut juste qu'on m'apprenne à partager du coup. Alors, en bas de Meet, là, tu as plein de petites icônes et t'en as une, c'est un Oui, rectangle avec présenter une flèche qui maintenant. monte. Ok. Comment? Ouais. Présenter maintenant, c'est ça, ouais. Et tu partages ou ta fenêtre Affinity ou ton écran. Oui, voilà, ouais. Ça donne ça. Je sais pas si vous voyez du coup. Ouais, c'est assez clair. Je sais pas si c'est ton écran ou les couleurs que tu as choisies. Ouais, mais- non, c'est les couleurs que j'ai choisies. Ok, parce que du coup, ça manque. Enfin, moi, sur mon écran, ça manque un peu de contraste. Je les vois pas très bien, mais au moins, tu as fait la forme. Tu t'es fait tes petits oursins. Il y a l'eau. Tu t'es fait un petit poisson. Tu t'es approprié aussi un peu plus la forme de l'ours. De toute façon, c'est libre. Ouais, c'est cool, hein. Ouais. T'as bien compris. Ouais, ça ressemble beaucoup à Photoshop, donc en fait, j'ai pas été perdue. Je connaissais pas du tout Affinity. Ouais, en fait, Affinity Designer, c'est vraiment genre un mélange entre Illustrator et Photoshop. C'est pour ça Ouais. que tu as une partie vraiment orientée full vectoriel et des trucs liés liés au pinceau, à la plus comme j'avais dit tout à l'heure, la logique des calques dans Affinity elle ressemble très fort à celle de Photoshop. Oui. Donc en fait, quand tu as utilisé Photoshop avant, tu retrouves assez vite tes petits, comme on dit dans Affinity. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. J'ai pas été perdue. Ça a bon, été c'est très, cool. très instructif. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous montrer le cadeau qu'il ou elle va offrir à son neveu à son prochain anniversaire? Ah bah ça se bouscule pas au portillon, hein. Vous avez faim ou quoi? Je suis en droit de vous retenir jusqu'à 12h30 si je veux. Alors, si vous voulez aller manger, vous avez intérêt à me montrer des trucs, hein. Montrez, les gars. Vas-y, je vais te montrer si tu veux, mais moi, j'ai pas fini. Bah, vas-y, montre quand même. En plus, toi, tu viens de débarquer, c'est intéressant aussi de voir. Alors moi, faut savoir qu'à la base, moi, je suis en vidéo. Tout ce qui est dessin, design et tout le bordel, je suis nul à chier. Ça, c'est la partie que je donne à Alice en général. Et ouais, c'est pas l'Amérique. C'est mon écran là que vous voyez? Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, bah voilà, hein, j'en suis là. C'est pas encore l'Amérique, mais tu vois, je suis en train de faire les petits yeux, les petits poissons là. Pareil, je me souviens plus de quelle touche tu utilisais pour faire pour agrandir et de manière Proportionnel, homothétique. ouais, voilà. Alors, par défaut, les 3/4 du temps, t'as pas de touche à maintenir. Juste le fait d'attraper un coin, un angle, ça te fait un truc homothétique. Si jamais tu vois que ça déforme, tu maintiens Shift. Mais Ok. justement, pareil, Affinity, elle a une logique un peu inverse. Normalement, par défaut, t'as pas besoin de maintenir une touche pour que ce soit proportionnel. C'est un peu le truc qui te fait par défaut. Ok. Et Bon, pour moi, l'œil du je suis pas encore. c'est le cylindre, comme on a fait tout à l'heure, là, l'anneau. Pour les oreilles. Non, pour la tête de l'œil du poisson. Mais après, par contre, ça te bloque si tu veux déplacer la pupille du Ah oui, poisson. ouais. Tu peux... Ouais, Ça ouais. reste un anneau, tu Ouais, vois. c'est Mais... vrai que bah, tu vois, au final, j'ai même rajouté des pupilles à l'ours. Ouais, bah, c'est pas grave, tu te l'appropries. Voilà. L'important, c'est que vous compreniez Voilà, là, on réutilise les outils qu'on a vus tout à l'heure. Et je t'avoue, par rapport à la texture, j'ai pas réussi à suivre à ce moment-là. Du coup, j'ai juste mis un peu de grain là, mais pour les textures, je t'avoue, j'ai pas eu le temps de. En fait, faut que tu sélectionnes un calque. Donc, par exemple, ton calque jaune, là. Ouais. Ensuite, tu vas cliquer sur le persona pixel en haut à gauche. Tu vois les 3 icônes que tu as tout en haut à gauche. Tu as la bleue, voilà, celle du milieu. Là, tu prends le pinceau. Donc, c'est P. C'est une espèce de ressemble à un pinceau feutre, un peu là. Ouais, celui-là. Moi, Et c'est une fois B. que tu l'as sélectionné, Ouais. une fois que tu l'as sélectionné, du coup, tu vas dans l'onglet. Attends, il est où, toi? On dirait que tu l'as enlevé. Pinceau là. Ouais, ok, tu l'as mis là. Et du coup, tu peux choisir genre texture ou truc comme ça. C'est bon, Ok. t'as rien? T'es bien sûr. Alors, peut-être que vous voyez pas. Ah si, ça y est, c'est bon. Si, je pense qu'il y a un délai. Là, je vois sur texture, tu as les textures qui s'affichent. Et là, du Ah, coup, le fait de peindre, ça va te créer automatiquement un calque de pixels qui sera. ok. Voilà. Donc, tu mets pour la texture, tu mets peut-être plus en blanc et après, tu l'intègres comme tu veux. Mais voilà. Là, en fait, quand tu mets de la texture comme ça, tu sors du vectoriel pour passer en mode pixel.
Donc là, Ok. pour le coup, si tu agrandis ou tu réduis, bah, ta texture, elle va pixeliser un peu. Ok. Mais voilà, c'est comme ça que tu ajoutes ta texture sur un élément vectoriel. Ok, royal. Bon, bah, tu vois, comme quoi. Putain, il y a des trucs qui bougent de partout, con. Non, mais Euh, c'est cool. Tu vois, toi, en plus, t'as pas vu les masterclass précédentes et tout. Tu vois, t'as quand même vite embarqué sur le logiciel. ouais, mais c'est assez intuitif en vrai. Après, une fois que tu as capté Mais le non, c'est parce bail, que j'explique très bien. Christian, tu sais pas aussi. flatter les formateurs, toi. Ah non, alors moi, tu sais, je sais même pas comment j'ai fait pour. Enfin bref. Non, non, mais c'est cool. Non, pour le coup, le logiciel est intuitif et enfin voilà, c'est une fois que tu as compris la logique. Ok, bah du coup, on en est là. Tiens, attends, d'ailleurs, je tiens à te montrer quand même mon Cuphead là, parce que Ah bah oui, il est trop vas-y. bien, je trouve. Il est là. Ah bah pas mal. Ce qu'il faut juste que tu fasses, parce que j'ai vu ça sur ton ours, c'est que tu aies bien la même couleur de contour et de fond. Parce que tu vois, du coup, tes yeux et le fond de la bouche, ils Ouais. sont bien noirs et tes contours, ils sont plus gris foncé, très foncé, quoi. Ah oui, putain, effectivement. Bah, sur mon écran, ouais, je vois pas pareil du Il faut tout. que tu règles ton écran. Ou Ouais. alors que tu Je t'assures je bien suis en d'avoir la mode même gamer. valeur, tu vois. Et pareil, j'ai galéré avec la langue et tout ça. Tu vois, regarde, là, c'est pas rangé du tout là-bas. C'est un bordel dans mes calques. Je t'avoue que les calques, je galère un peu. Non, Euh, mais ça, c'est normal au début, tu vois. L'important, c'est que déjà, dans un premier temps, que le rendu soit OK. Tu vois, après, le fait de ranger sa chambre, de renommer les calques, de trouver le moyen le plus rapide pour faire le moins de calques, le moins de points et tout dans tes tracés, ça, c'est après, ça vient avec l'expérience, tu vois. et du coup, quand tu vois la langue, tu vois, pareil, elle a vraiment pas la. Parce que je ne savais pas comment mettre la langue derrière la tête, en gros, tu vois, pour. Donc, j'ai complètement triché, quoi. Tu vois, j'ai essayé de tricher un peu, quoi. Merde, putain, attends, je fais n'importe quoi, là. Et bref, donc ça, et ouais, Voilà. en gros, voilà, tu vois, pareil, là, je me suis emmerdé avec les calques. Et les groupes T'as qui sont groupé pas un bons, tu calque vois. avec, oui, t'as groupé une fenêtre qui est sur l'autre plan. C'est ça. Donc, comme tu vas assez vite aussi, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, ça, j'en ferai rien. Mais du coup, voilà, on en est là. Ouais, bah écoute, pas mal, hein. Non? Ouais, c'est Genre, on va bon. se dire au revoir sur ça? Non, mais je suis flou, là, tout le temps. Pourquoi je suis Si vous flou? voulez, je vous montre. Allez, vas-y. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai essayé, parce que du coup, tout à l'heure, j'ai pas pu faire. C'est mon nounours. Voilà. On dirait un chat, mais c'est très bien. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'avoue que j'ai pas fait encore tout comme il faut. Mais du coup, moi, pour la texture, par contre, de l'eau, j'ai pas fait la même chose que vous. Du coup, j'ai pas utilisé Grave. Le, Pixel. là, le principe, c'est de tester le pinceau en mode brush, tu vois, c'est de comprendre que pour ajouter de la texture, enfin, surtout pour avoir plus de latitude sur la texture, c'est qu'il faut passer par le persona pixel, tu vois, du milieu. Après, la texture que tu choisis, là, en vrai, c'est J'ai libre à toi. C'est juste que si tu arrives à le faire, c'est bon, quoi, tu vois. utilisé le pinceau vectoriel, du coup. Ouais, alors, pinceau vectoriel, ce que je disais tout à l'heure, tu as des pinceaux vectoriels enfin, qui te permettent d'avoir un truc un peu texturé, mais vraiment pour avoir de la vraie texture qui fasse vraiment, bah, tu vois, comme on a utilisé nous, là, il n'y a que dans la partie brush. Là, en fait, t'as plus de types de brush sur Ouais. du pixel. Mais oui, tu peux aussi texturer avec ce qu'il y a en vectoriel. Mais tu as beaucoup moins de style de texture. Oui, bah oui. À moins ce côté un peu papier abîmé, ce petit truc, tu vois, qui est vraiment là propre à des textures tu vois, liées à de la photo, à de l'image, quoi. Mais oui, ça fonctionne aussi. Ok, Bah, c'est pas mal tout ça. ça va. Parce que du coup, j'ai l'habitude d'utiliser Procreate normalement sur Ouais. la tablette. Mais du coup, les calques et tout, c'est quasiment la même chose. Donc, ça va. Ouais, et en plus, ce qui est cool avec Affinity, c'est que tu as une version iPad aussi. Ouais, puis je vais pouvoir la Fonctionne. télécharger. Hein? Je vais pouvoir la télécharger. Ouais, et les trois en fait fonctionnent. Et pour le coup, c'est vraiment un vrai portage optimisé et tout. Enfin, moi, j'ai commencé Affinity en apprenant d'abord sur l'iPad parce que justement, je trouvais ça trop bien. Moi Donc, c'est aussi. vraiment l'interface est adaptée à l'iPad et tout. Tu retrouves vraiment tout. Tu peux vraiment ouvrir un fichier Affinity sur ton ordi et le charger dans ton iPad et le rouvrir sur ton ordi. Et c'est vraiment trop bien, quoi. Donc, Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que moi, par exemple, Canva, parce que du coup, pour l'alternance, j'utilise beaucoup Canva. Et sur l'ordinateur, j'y arrive pas du tout. Je suis obligée d'amener mon iPad parce que enfin, j'ai vachement de mal sur l'ordinateur. Je sais pas pourquoi. bah, c'est parce que tu as plus l'habitude de la tablette. Enfin, ça se comprend aussi, tu vois. C'est aussi une autre
Enfin, la tablette, ça s'utilise vraiment différemment d'un ordinateur. Et alors, c'est cool, on dit comme ça, mais c'est vrai que sur les logiciels, après, des fois, tu es plus à l'aise. Alors, c'est juste parce que tu es plus habitué au device, tu vois. Tu es plus habitué à évoluer sur iPad, donc c'est plus simple pour toi. Ouais. Mais après, bon, Canva, vu que tu importes pas mal de trucs et tout, moi, je sais que Canva, pour le coup, je suis plus à l'aise quand même sur ordi. Mais par contre, ce qui est cool aussi avec Canva, c'est que pareil, tu peux le charger sur la tablette, tu retrouves toutes les options, tu fais ton truc pareil, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Quand tu es un peu nomade et tout, tu veux commencer à bosser sur un fichier chez toi, puis continuer après dehors sur ton iPad, bah, tu peux le faire avec Canva, avec Affinity et tout. Ça, c'est grave cool. Ouais. C'est vrai. Ok. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses quand même? Non, mais j'ai bien kiffé. Moi. Tu vois, j'ai niveau 0 en graphisme et tout le bordel. Ouais, là, j'ai vraiment bien aimé. C'était cool. Bon, bah tant mieux. N'hésitez pas à tester un peu plus la grille isométrique. On a commencé vite fait un immeuble, mais il y a moyen de s'éclater, de faire un truc un peu rigolo. Ça demande juste un peu de temps et de patience, mais il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment juste, faut prendre le temps de le faire, quoi, comme souvent. Et puis voilà, sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine masterclass. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Bon appétit, à bientôt. Bon appétit, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Et ciao. Ciao.